Si ton directeur sait que tu fais une interview, non, quand il verra pas en fait, quand il verra, ça sera déjà passé. Ça m'arrive de parfois pleurer un bon coup. Surtout la question, tu deviens quoi maintenant? Non, je deviens rien, je suis toujours étudiante. Mais faut laisser à faire d'école là, faut pas t'y faire autre chose. Je me fixe l'objectif d'aller aussi loin que possible. Je n'aime pas me limiter. Et parfois, les gens me disent que mais tu dis tout ça et puis tu es assise en Côte d'Ivoire. Comment tu veux le faire? Je dis oui, mais parce que j'aime mon pays. Youssoufa, à défaut de faire de grandes choses, fais les petites choses avec grandeur. On m'a dit oui, mais comme je suis pas très grande, est-ce que je peux commencer en tant que bénévole? Non, c'est pas possible. Soit vous me prenez sur la taille. Bien sûr. J'ai trouvé ça tellement mal poli. Après, ils m'ont fait parvenir les syllabus, mais j'ai refusé, c'est bon. Je trouvais que les gens qui avaient le doctorat étaient plus éloquents. Je trouvais qu'ils arrivaient à avoir une logique imparable dans certaines situations. Et j'aimais surtout ce côté libre qu'ils avaient. Que prendre la parole, arriver à assumer ce qu'on dit, ça redonne de la confiance en soi, ça booste en fait, on griffe l'arrogance du juriste. Tout juriste est arrogant, on le sait. On essaie juste de cacher un peu. Sandrine Estelle Adam. Déjà, bonjour. Bonjour Damien. C'est un plaisir pour moi de t'avoir dans cette interview parce que tu vas bien évidemment te présenter tout à l'heure, tout de suite. Mais en Côte d'Ivoire, tu passes quand même sur assez de chaînes de télévision pour parler, pour vulgariser le droit de la famille. Et parce que tu es doctorante, je vais d'abord te laisser te présenter. Déjà, merci d'être là sur la chaîne afin qu'on puisse échanger. On va parler non seulement de la thèse, de ta thèse particulièrement, mais également de ta vie en tant que chargée d'enseignement, en tant que doctorante et également en tant que juriste. D'accord, ça voilà. va. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Alors je suis Adam, Sandrine Estelle. Adam, c'est la région du sud de la Côte d'Ivoire. Donc je suis à Thiers. Je suis doctorante en droit privé, spécifiquement en droit de la famille. Je suis également juriste. C'est logique. Initiatrice de plusieurs projets tels que le café juridique de l'apprenti chercheur. J'organise des ateliers que j'appelle le droit de la famille dans tous ses états, qui ont pour but en fait de vulgariser et de faire la promotion du droit de la famille. Et puis, je parle beaucoup sur la chaîne, comme tu l'as dit, disons, pour parler du droit, pour le vulgariser, pour mener les gens surtout à connaître leurs droits. Je suis également certifiée en droit des femmes, en droit de l'enfant, en droit de l'homme. Et puis, j'ai quand même fait un peu de RSE au niveau certification, mais sans forcément vouloir en faire une carrière, juste pour avoir une idée. Et puis, je suis quelqu'un qui aime lire, qui aime regarder les films, un peu casanière, un peu extraverti, voilà, ambiverti, on va dire. Et puis, voilà, si j'ai oublié autre chose, je pense que ça va venir. Ah ouais, c'est bien. Déjà, on voit que tu te donnes véritablement la chose juridique. Ouais. Avant même de parler de ton parcours doctoral, tu es quand même connu ici comme quelqu'un qui fait du droit de la famille. Comme tu l'as dit, tu as eu à organiser beaucoup d'ateliers, d'événements en droit de la famille. Bien sûr. Pourquoi particulièrement le droit de la famille? Quel besoin tu as ressenti avant de pouvoir te lancer donc dans cette entreprise-là relative au droit de la famille? D'accord. Alors, il faut dire que dans notre environnement juridique ici, le droit de la famille a mis quand même assez de temps avant d'évoluer. On a un droit qui est né depuis 1964, qui a évolué, qui a changé en fait en 83, qui a mis une pause, qui s'est un peu réveillé en 2013 pour finalement éclore, on va dire, en 2019. Mais pendant tout ce temps, on avait parfois l'impression que c'était des acquis. On pensait connaître. Et à cause justement de la dualité qu'il y a ici entre les droits traditionnels, les droits coutumiers et le droit, justement, le droit positif, on ne se retrouve pas toujours. Plusieurs personnes, pas certaines, mais plusieurs personnes pensaient connaître le droit. Et quand elles se retrouvent devant les juridictions ou en face d'une situation, finalement, on se rend compte que ce n'est pas la solution qu'elles pensaient détenir. Et on perd certains avantages ou on se rend compte qu'on a régné en fait certains droits qu'on aurait pu avoir. Alors, me lancer dans le droit de la famille, c'était justement pour emmener les gens à se dire que non, ce n'est pas un droit mort ou ce n'est pas un vieux droit, mais c'est un droit qui est en évolution, c'est un droit social qui est vraiment en relation perpétuelle avec nos réalités, qui va influencer
toutes nos actions, toutes nos entreprises, toutes nos activités. Parce que quelqu'un qui se lance dans le droit des affaires, s'il ne choisit pas bien son régime matrimonial, il est mal barré, comme on va le dire. Donc, c'était surtout pour répondre à un besoin social de formation, mais également parce que ça me plaît à moi-même. J'ai toujours aimé la manière dont on enseigne. Je trouvais que c'était assez humain comme droit, contrairement au droit des affaires qui est... Pas qu'il n'est pas humain, pas qu'il n'est pas gagner de l'argent, c'est humain, c'est normal. Mais je me disais que ça touchait quand même personnellement les gens. Et j'aime bien les gens. Donc voilà, je pense que c'est ce qui m'a poussée à m'orienter vers le droit de la famille. Et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui se spécialisaient dans ce domaine. C'était ça, au moment où je m'y lançais en tout cas. Ok, j'ai l'impression que tu es un peu le profil d'entrepreneur parce que généralement quand on parle d'entrepreneuriat, on dit que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse c'est la personne qui répond à un besoin dans la société. Et par rapport donc à ces ateliers, par rapport à tout ce que tu fais, est-ce que tu penses que la population donc ici abidjanaise ivoirienne est réceptive à on va dire à cette nouvelle manière ou du moins à ces enseignements donc que tu leur octroies, cette vulgarisation du droit de la famille? Maintenant, oui. Je peux dire que depuis, j'ai commencé les premières classes en 2020-2021. Ok. Donc, on est en 2024 et aujourd'hui, plusieurs personnes en parlent. Je ne dirais pas que je suis précurseur. Non, je ne vais pas me lancer des fleurs, pas du tout. Mais je pense que ça a permis justement de répondre à un besoin et peut-être d'être une sorte d'entrepreneur social dans ce domaine-là. Mais c'est vrai aussi que les gens avaient besoin d'entendre quelque chose. Les gens avaient besoin de se rendre compte qu'il y avait un gap. Et c'est maintenant qu'ils s'en rendent vraiment compte. Parce que quand on finit de rappeler à tout le monde que la dot ou le mariage coutumier n'est pas reconnu par la loi et que ces gens-là continuent de penser ou d'autres personnes continuent de leur faire croire que quand on fait la dot, on a tout fait, c'est le plus important. Que finalement, on se retrouve avec un conjoint qui décède et qu'on se rend compte qu'on n'est pas héritier devant la loi, il y a un problème. Bien sûr. Mais on griffotait dès le départ parce qu'on n'a pas eu la bonne information. Au départ, les gens ne trouvaient pas forcément un intérêt à suivre les ateliers, à venir. C'était vraiment des amis, disons-le comme ça. Ceux qui venaient, c'était des amis, mais qui ont fini par faire passer l'information. Et à chaque fois, avec les publications, avec le tapage qu'on faisait autour, justement, on a montré qu'il y avait un réel besoin. Et aujourd'hui, je pense que les gens commencent à accueillir la chose et souvent, on nous invite dans certaines administrations pour en parler. Okay. Donc, je pense que ça commence à prendre, on va dire ça comme ça. Ah mais c'est bien, surtout si on va dire que institutionnellement parlant, tu commences à avoir un certain impact et ça c'est bien. Est-ce que tu peux donc nous parler vu que tu en as fait également ton sujet de thèse, de ta thèse concrètement, donc qu'est-ce que tu fais dans ta thèse et aussi à quel but? Alors, ma thèse porte sur la conjugalité en droit ivoirien. Merci de ne pas copier, s'il vous plaît. Alors, la conjugalité en droit ivoirien, il s'agit de démontrer ou de montrer en fait les différents types de rapports conjugaux qui existent en Côte d'Ivoire. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on a une dualité. C'est-à-dire, la réalité sociale n'est pas conforme à la réalité juridique. Juridiquement, on est monogame en Côte d'Ivoire. Juridiquement, il n'y a que le mariage civil qui est reconnu. Socialement, on a le mariage coutumier, on a le mariage traditionnel, on a le mariage religieux avant parfois d'arriver au mariage civil. Juridiquement, on ne tient pas compte de toutes ces autres unions, alors que socialement, elles existent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, on va se dire qu'il faut chercher le moyen d'emmener toutes ces personnes à s'intéresser au mariage. Peut-être. Mais et si le mariage ne les intéresse toujours pas? Parce que depuis 1964 jusqu'en 2019, on est resté avec le législateur sur la même lancée de la reconnaissance du seul mariage légal. Si après plus de 60 ans, ça ne change pas, ça veut dire que ce n'est plus à nous d'emmener les gens vers le droit, mais c'est au droit de partir vers les personnes. Okay. Alors le but, c'est d'emmener justement le droit à s'intéresser à toutes ces situations sociales-là pour trouver une sorte de ligne ou bien un fil juridique non pas seulement légal, mais qui va permettre de caser tout le monde dans une certaine catégorie pour que chacun puisse profiter d'un droit acquis. Voilà.
Ok. Donc c'est un peu ça, la conjugalité en droit ivoirien. Pour ne pas peut-être aller dans des détails. Bien sûr. C'est très clair déjà ce que tu viens de dire. Et donc, est-ce que tu penses que on va dire les Ivoiriens, vu que c'est le champ de ton étude, Bien sûr. donc, je vais pas dire ont peur du mariage, mais plutôt réchignent un tout petit peu à opter pour le mariage? Je dirais pas un tout petit peu, beaucoup. Beaucoup? Ok. Beaucoup pour le mariage civil. Après, quelqu'un me disait que c'est peut-être parce que la dot ou le mariage coutumier n'est pas encore reconnu qu'ils le font plus. Que quand il sera reconnu, si un jour ces sortes d'unions-là sont reconnues, les gens n'iront plus à la dot encore au mariage coutumier. Ah oui. Oui, dans le cadre de mes travaux, j'ai fait une enquête qui va figurer en annexe de ma thèse. Alors, l'enquête consistait à répondre à une série de questions qui ont pour but, en fait, de permettre ou de montrer la mentalité des Ivoiriens face aux différents rapports conjugaux. On leur demandait ce qu'ils ne comprennent pas conjugalité, ce qu'ils entendaient ou bien l'appréhension face au mariage civil, ce qu'ils pensaient par exemple d'un contrat de mariage. Et il y avait toutes sortes de réponses. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette enquête-là, j'ai compris que je n'étais pas vraiment dans le faux en voulant proposer chaque chose à différents types de personnes. Et l'exemple sur lequel je me suis basée, c'est celui du Sénégal. Après, quand ils sont arrivés à la colonisation au Sénégal, ils ont réussi à trouver un système qui alliait droit traditionnel et droit moderne. Donc, celui qui se sentait plus concerné par le droit positif, le droit moderne, il allait vers le mariage civil avec tous les effets qui s'appliquaient. Celui qui se sentait un peu plus traditionnaliste, il restait en fait sur le droit traditionnel musulman qui était applicable. Ici, nous, on ne l'a pas fait. On a coupé la part en deux, on a jeté l'autre part et puis on est resté fixé sur le droit moderne. Donc, ça veut dire qu'au Sénégal, et le mariage religieux et le mariage civil sont reconnus. Exactement. Okay. Même au Mali, ils le font également. Donc, chacun choisit le mode de célébration qui lui plaît. Et dans un cas, on a la déclaration et dans un autre cas, on a la célébration. Okay. Voilà. Ici, nous, on l'avait fait un moment, c'est-à-dire une sorte de période transitoire. Quand on a quitté, on est passé aux lois sur la famille, on a demandé à ceux qui étaient mariés religieusement, coutumièrement, de venir déclarer leurs unions pour qu'elles puissent avoir la même valeur que les unions civiles. Mais c'était pendant une période vraiment transitoire. Alors je me dis que si on l'a une fois, on l'a déjà fait, c'est possible de copier ce modèle-là, puisque de l'autre côté au Sénégal, ils le font depuis 1972. Au Mali, il n'y a pas si longtemps qu'ils ont fini, je crois 2011, ils ont fini par légiférer là-dessus, mais c'est possible en tenant compte bien sûr de nos réalités. Du coup, les Ivoiriens n'auront plus en griffe peur du mariage. Parce que le dernier recensement de la population a montré qu'on avait un peu moins de 45% de personnes mariées et un peu moins de 45% de personnes célibataires. Puis on avait, je crois, 11% d'union de fait. Mais ce qui était drôle pour moi, je suis que si on fouille dans ces célibataires-là, on aura également des unions de fait. Peut-être qu'ils n'ont pas voulu déclarer. Bien sûr. Mais si on a un tel nombre, ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Il y a un certain cadre juridique à protéger et à proposer surtout. Ok, ah bah c'est bien, surtout que là tu parles de ta thèse et ça se voit que tu as identifié un besoin précis et que tu ne fais pas une thèse pour une thèse, encore moins le droit pour le droit. Merci. Donc par anachronisme, je vais poser une question. D'accord. Pourquoi le droit? Pourquoi tu as choisi le droit? Je pose la question parce que, et je dis pas anachronisme parce que j'aurais dû poser ça dès le départ. C'est sûr. Mais pourquoi le droit? Parce que, en fait, beaucoup de personnes font le droit, surtout aujourd'hui. Je pense que le droit est la science sociale vers laquelle les gens se dirigent le plus en termes d'études. Mais on se rend compte également que beaucoup de personnes font le droit sans véritablement comprendre les enjeux du droit, ou juste parce qu'on leur dit « Ah, allez en droit, vous allez gagner beaucoup d'argent », ou parce que, je ne sais pas, on voit des films de mecs en costume. Mais c'est pas parce que je suis en costume que... Mais bon, voilà. En gros, il y a une certaine psychologie qui est intéressante et qui, en gros, le juriste a cette posture intéressante-là, ce qui donc intéresse les gens et ce qui fait que les gens s'inscrivent dans les études de droit. Toi, concrètement, pourquoi est-ce que tu as fait le droit? Alors, déjà, quand j'étais plus jeune, j'étais enfant. Après, je ne suis pas vieille. Mais quand j'étais enfant, je voulais faire de la chirurgie pédiatrique. Okay. Quand j'étais enfant. Après que je suis arrivée au collège, je me suis rendu compte que les maths et moi, on ne faisaient pas très bon ménage. Je n'étais pas nulle du tout en maths. Après, j'avais le choix entre la seconde C et la seconde A. J'avais les mêmes moyennes pour les deux orientations. Mais je priais plus pour aller en seconde A et finalement, je suis allée en seconde A. Mais je voulais faire quelque chose qui allait me permettre en fait de m'exprimer
Pas parce que je voulais être avocate ou magistrate, j'ai jamais écrit ça. Je disais juste que je voulais faire du droit parce que pour moi, ça permettait d'avoir une certaine assurance. Et je suis petite. Là, maintenant, donc imagine un peu à l'époque. Pour moi, il fallait quelque chose pour me permettre de m'affirmer. Et puis, je trouvais les juristes très élégants. Et pour les femmes, je trouvais en fait que c'était de belles femmes. Okay. Il y a ça, il y a vraiment l'aspect extérieur qui m'a d'abord attirée. Et puis, avec le droit, je trouvais le moyen de discuter, d'imposer mes idées. Et j'ai toujours aimé faire ça. Ma mère, c'était quelqu'un qui aimait discuter, qui disait « je n'ai pas aimé ça, pourquoi tu l'as fait? Défends-toi ». Donc c'est ça en fait, il fallait à chaque fois peut-être essayer de justifier, de dire, et j'aimais ça, j'aimais ce dialogue, j'aimais cet échange-là. Et je pense que ça m'a confortée dans l'idée, puisque je ne pouvais plus être chirurgienne pédiatrique, autant faire quelque chose qui me plaisait bien. Et l'être moderne, non. Je trouvais que parler français, après on parle français, qu'est-ce que je vais trouver? En fait, ça ne m'intéressait pas forcément. La philosophie, je trouvais qu'on discutait trop sans apporter quelque chose de neuf. Avec le droit, je me disais qu'on pouvait faire évoluer les choses. Et je n'ai pas finalement choisi du droit public parce que je trouvais que c'était un peu trop statique, que ça ne changeait pas. Et ensuite, je suis arrivée à l'université, ce qui m'a 2 fois peu confortée dans mon choix. J'ai vécu une situation assez drôle. D'abord, je finis ma première année, je m'inscris normalement. En deuxième année, au moment des compos à la fin de l'année, je vais à la scolarité, je cherchais, je crois, ma carte d'étudiant ou quelque chose comme ça. Et en fait, on ne retrouve plus des traces de mon inscription en première année. On fouille dans le dossier, je ne suis pas inscrite. Bon, on faisait les compos les matins sur une semaine. Quand on finit la compo à midi, je vais m'asseoir à la scolarité de droit. Je fouille dans les dossiers pour retrouver le mien. Parce qu'il faut qu'on trouve le dossier pour pouvoir me réintégrer. On a tourné. On a fait la compo lundi, mardi, mercredi. En fait, on ne retrouve rien. Donc, c'est-à-dire que je m'assois, je dis, mais attends, j'ai validé ma première année, je suis en deuxième année. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je n'existe pas ici. Qu'est-ce que je fais? Et il y a le directeur de la scolarité de l'époque qui me dit, bon, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, on va te réintégrer, donc reprends le dossier, reprends les éléments dont on a besoin, on t'inscrit, et puis tu continues. Donc quand je suis sortie de là, je me suis dit, mais si tu voulais venir en droit, non, je pense que tu es vraiment là. Parce que s'il n'y avait pas cette possibilité-là de te réintégrer, je suppose que c'était pas fait pour toi. Mais parce que justement, ils ont trouvé la solution, ça veut dire que tu as vraiment choisi là où tu devais être. En principe, ton dossier n'est pas là, mais on te met. Et surtout, que la personne qui était chargée de faire ma préinscription ne l'avait pas faite. Non, en fait, c'était tout seul. Et donc, il y avait une possibilité, en fait, pour les personnes qui travaillaient déjà à l'université de faire venir ce qu'on appelait des cas sociaux. C'est comme ça que je suis rentrée dans ce groupe. Donc, tu vois qu'il y a toute une histoire derrière. Et quand finalement, je suis arrivée là, je me dis, bon, il fallait que tu sois là. Il fallait que ce soit le droit. En fait, c'est fait pour toi. Tu ne peux pas avoir autant de complications et puis tu ne vas pas c'est un peu comme un signe, quoi. Voilà. C'est quoi les cas sociaux par rapport? C'est quoi le dispositif? Je ne sais plus si ça existe en fait actuellement. Donc, il y a des personnes, le personnel de l'université ainsi que les enseignants avaient la possibilité en fait d'inscrire des personnes qu'ils avaient à charge. Voilà. Donc, soit on recommande. Je sais que c'est un quota qu'ils avaient. Mais après, je ne sais même pas si j'ai le droit d'en parler ici. Ah, ok. On va dire que c'est une disposition. Voilà, c'est une disposition. Voilà. Mais je ne sais plus si ça existe maintenant, mais dans le temps, ça existait. Mais je ne pense pas que ce soit illégal. Parce que voilà, les gens le faisaient normalement. Chaque enseignant ou le personnel de l'université l'avait. Et donc, comme j'avais un oncle qui était à l'université, il m'a déclaré comme si j'étais j'étais son cas social du moment. Donc voilà. Et je le remercie vraiment pour ça. Sinon... C'est intéressant parce que ailleurs, l'appellation cas social, cas sociaux, ça a une connotation très péjorative. Très péjorative. Je pense ici, en fait, on l'a appelé comme ça, mais c'est vraiment pas quelqu'un qui. C'est pas un cas social. C'est pas un cas. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais voilà. Ok. Et dis-moi, comment est-ce que tu as vécu tes études de droit? Parce qu'aujourd'hui, tu l'as certainement remarqué, même avec les étudiants peut-être à qui tu enseignes, il y en a qui vivent mal des études de droit, il y en a qui les vivent bien. Comment toi, tu les as vécues? Je vais dire que je suis arrivée à une époque où
le droit à l'université Félix Houphouët-Boigny où j'ai fait mes premières années était dans, on va dire, dans sa période de gloire. Je ne dis pas qu'actuellement on n'est pas dans cette période-là, mais parce qu'on a fini nos 4 années en vraiment 4 années. Et c'était vraiment intéressant, c'est-à-dire que quand on entre en janvier, en juillet, on a les compos du premier semestre, disons de la première session. On revient en septembre pour ceux qui vont en deuxième session. Donc, quand tu as la chance de valider en première session, tu as tes 6 mois de vacances. Tu as l'opportunité d'aller faire ce que tu veux. Tu te retrouves en fait à faire 6 mois de vacances? Oui, puisque tu valides en juillet. La rentrée, c'est en janvier. Donc, quand tu ne reviens pas pour la deuxième session, mais tu es heureux. En fait. Donc, pendant les 4 années, là, franchement, bon, je crois pour la licence, je suis revenue pour DJP, cette matière-là. DJP, droit judiciaire privé, procédure civile. Je ne peux pas l'oublier. Je suis revenue pour ça. Mais à part ça, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué à cause de la crise. Donc on est parti, on est resté 2 ans à la maison. C'était 2 ans, 2 années. 2 années, oui, de 2010 à 2012. Donc on est revenu, on était la première promotion du départ nouveau et la première promotion de master de l'université de Cocody. Ça a été encore une belle expérience parce qu'on a quand même vite fini, on a expérimenté 2 semestres, ce qui était inhabituel pour nous. Composer 2 fois dans chaque matière, c'était pas drôle, mais c'était vraiment une expérience. Donc je pense qu'au fond, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'on a attendu 2 années à la maison, donc ça a entrecoupé mes 4 années de rêve, mais sinon à part ça j'ai bien vécu, j'ai pas eu de problème particulier. Pas de défi particulier, de challenge? Si, des challenges à cause des groupes de TD. On avait en fait parfois des groupes, je me disais qu'on était à une belle époque parce qu'on avait des gens qui aimaient travailler. Donc on se retrouve dans un groupe de TD, je me rappelle, en 2e année par exemple, tout le groupe de TD a validé à la première session. Super. Personne n'est resté, parce qu'on se challengeait. Quand on arrive aux séances de TD, c'était qui répondait plus. Et il fallait justement, pas parce qu'on ne voulait pas être dernier, ça ne veut rien dire, mais on ne voulait pas être le seul, on va dire, mais par exemple le groupe 2A2, mais c'est la seule qui n'est pas partie. Donc il y avait ce challenge. Cette compétitivité positive. Positive, bien sûr. Et puis on s'entendait quand même. Puis après, j'avais beaucoup envie de faire plaisir à mon papa. Je lui dis, c'est intéressant quand on l'appelle à la fin de l'année. Ah non, voilà, on a validé, on a eu telle chose, et puis voilà. Moi, je suis un peu une fille à son papa. J'aime bien tout lui raconter. Donc, c'était bien quand même. Et moi, je l'ai bien vécu, personnellement. J'ai bien vécu mes années universitaires. D'accord, super. Et étant donné que tu fais une thèse, donc à Abidjan particulièrement, il faut le préciser, tu as certainement des amis, des connaissances, des collègues qui sont allés faire une thèse à l'extérieur, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, je ne sais pas, ailleurs. Toi, particulièrement, qu'est-ce qui t'a fait rester à Abidjan, donc après les études? Parce que je suppose, et je pense quand même qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui ont donc cette option après la licence ou même après le bac, généralement, d'aller en Occident, particulièrement en France, pour aller continuer les études, puisque le droit français et le droit africain sont quasi similaires. Donc toi, qu'est-ce qui t'a motivé à rester à Abidjan? Mon sujet de thèse. Ton sujet de thèse, Mon sujet de thèse. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais eu cette opportunité. Il y a des amis qui m'avaient fait des propositions parce qu'il y avait des écoles doctorales en France dans certaines universités avec des thématiques qui pouvaient m'intéresser pour parler de la question de la conjugalité. Mais je ne voulais pas justement internationaliser mon sujet. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de production en droit de la famille en Côte d'Ivoire. On avait des idées, on avait des éléments, on a même des lois qui avaient commencé à changer, à muer. Quand je finissais, disons, quand je commençais le master de recherche, il y a eu la réforme de 2013 sur le droit de la famille, surtout sur la question du mariage, où on est passé à l'égalité de l'homme et de la femme dans le mariage en droit ivoirien. Du coup, au départ, je voulais écrire d'abord en droit international privé, en DIP. Et le sujet que j'avais choisi, sur lequel, parce que j'aimais beaucoup le DIP aussi, je voulais travailler sur la question de l'extranéité en droit international privé. Et mon professeur m'a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, mais où tu vas trouver un élément en Côte d'Ivoire ici pour écrire sur l'extranéité? C'était ça le gros problème. Après, je me suis dit, mais quand on faisait le DIP, on avait les questions de mariage qui revenaient, 2 étrangers qui se marient en France, avec les différents arrêts de principe qu'on connaît et tout ça. Pourquoi ne pas parler d'un sujet qui peut me permettre de faire du DIP de temps à autre, mais en même temps qui est un sujet d'actualité?
Donc j'ai commencé en faisant le master qui portait sur le statut de la femme mariée en droit ivoirien. C'est vrai, je suis une femme. Donc du coup, on a catalogué le sujet, on a dit, comme elle est une femme, elle fait du droit. Un ami m'appelle comme ça tout le temps, droit au féminin. Mais c'était pas vraiment ça le truc. C'était justement parce que j'estimais qu'il n'y avait pas beaucoup d'écrits dans le domaine. Et surtout, il fallait rester sur quelque chose en Côte d'Ivoire. Et puis après, au niveau de la thèse, j'ai commencé d'abord à parler de ce que j'appelais la contractualisation des règles dans les unions en Côte d'Ivoire. Okay. Au départ, c'était toujours en fait ce cadre-là. Le champ matériel devait rester la Côte d'Ivoire. Et je regardais un peu ce qui se faisait ailleurs. J'ai même vu une Ivoirienne dans une université en France qui travaillait sur les nouvelles formes de conjugalité, une étude comparative de la France et de la Côte d'Ivoire. Je lui ai dit justement, j'ai pas envie qu'on me propose ça. Parce que quel intérêt pour un professeur français de travailler sur un sujet typiquement ivoirien? Il faut forcément trouver un élément qui va l'intéresser. Le droit ivoirien de la famille, il n'est pas simple. En fait, quand on ne le comprend pas, on pense qu'il est simple. On a des réalités pratiques et des réalités juridiques qui vont dans deux sens opposés. Et quand on n'a pas compris, on n'a pas fait du droit ivoirien, parfois c'est complexe. Donc je voulais justement un professeur peut-être ivoirien ou africain qui allait pouvoir comprendre. Ce que je visais, ce n'était pas la France. Je me disais que si je n'arrivais pas forcément à le faire ici, je visais le Sénégal, au niveau de l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop. Parce que justement, ils ont réussi à intégrer cette réalité-là chez eux. Après, je me suis dit, mais quel intérêt de m'exporter si je peux rester et importer les choses dont j'ai besoin? Les choses dont j'ai besoin, les documents. Et les documents, c'est vrai, j'en ai besoin, mais ceux qui ont, je vais dire, la science dans le domaine que je veux sont ici. Pourquoi les laisser partir et puis chercher à les contacter justement pour qu'ils m'envoient quelque chose là-bas? Donc j'ai préféré rester justement à cause de mon sujet et parce que j'ai estimé que ça répondrait à un besoin et qu'il fallait faire quelque chose pour emmener les gens à s'intéresser à ce domaine que tout le monde croyait mort, où tout le monde pensait que tout avait déjà été résolu, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est surtout ça. Ah, c'est bien, c'est vraiment on sent un certain profil entrepreneurial en tout cas. Bon, je ne vais pas dire le mot entrepreneurial ou France, mais en tout cas un profil de quelqu'un qui veut répondre à un besoin. C'est surtout ça. Et je pense vraiment que c'est bien de voir ce genre de profil parce qu'en droit, la plupart du temps, on fait des choses uniquement pour suivre des sentiers déjà battus et voilà, sans forcément apporter quoi que ce soit de nouveau. J'aime pas ça en fait. Voilà, je te comprends. Et c'est vrai que parfois, et même en tant qu'Africain, parfois quand on va de l'autre côté, on se met à devenir spécialiste d'un droit différent du droit africain. C'est ça. Et donc, comme je l'ai dit, à devenir spécialiste d'un droit étranger et à oublier même parfois le droit d'ici. Alors que, inversement, moi j'ai remarqué particulièrement que même les Occidentaux, surtout aujourd'hui, s'intéressent énormément au droit africain, particulièrement par rapport à l'OADA, où il y a plusieurs professeurs aujourd'hui, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, qui s'intéressent à la chose ouadienne, donc à la chose africaine, à la chose juridique africaine, et qui se spécialisent même d'une certaine manière. Alors que nous, d'une certaine manière, c'est maintenant qu'on veut s'intéresser à autre chose. C'est ça, en fait. C'est bien de voir, en tout cas, que tu prends en considération le réel besoin du terroir. Et voilà. Franchement, c'est bien. Merci. Alors, autre question. Pourquoi la thèse? Pourquoi la thèse? Parce que le droit de la famille, ok. Le droit, d'accord. Maintenant, la thèse. Pourquoi? Parce que j'aime la thèse. Okay. Parce que j'aime la recherche. Okay. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la fac, je me rappelle qu'à notre premier cours en droit constitutionnel, le professeur Millet disait que quand on arrive en première année, si on veut aller jusqu'au doctorat, on ne doit pas avoir la même manière d'étudier que celui qui est venu chercher un bac plus. Et moi, je trouvais qu'avoir un bac plus, c'est-à-dire un bac plus 1, plus 2, plus 3, peut-être même plus 4, c'était la base. Pour moi, sortir de la fac de droit sans avoir un bac plus 4, on n'a pas fait grand-chose. Parce que, bon, ce qu'on estime comme concours de notoriété, c'est au moins le bac plus 4. Les autres sont ceux qui travaillent pour ces personnes-là. Donc, on va être assistant, on va être, je ne sais pas, clerc et tout ça. Donc, je voulais quelque chose qui n'était pas à la portée de tous, mais qui te permettrait, en fait de me démarquer, de sortir du lot. J'ai jamais aimé faire, j'ai fait un bac A peut-être, mais j'ai jamais aimé faire tout ce que tout le monde faisait. Parce que je trouve que quand on est dans le groupe, même quand on est dans le groupe
ben, que tout le monde porte du rouge. Nous, on peut porter du rose. Un rouge qui tire vers le rose, justement pour qu'on puisse faire la différence. Pas pour se faire voir, mais juste parce que je revendique mon caractère unique. Et j'avais envie que ça se ressente en fait dans ce que j'ai envie de faire. Et puis, la thèse, je trouvais que les gens qui avaient le doctorat étaient plus éloquents. Arrivaient à... Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je trouvais qu'ils arrivaient à avoir une logique imparable dans certaines situations. J'entendais les avocats, j'entendais des magistrats, j'entendais des gens qui avaient la thèse. Souvent, j'entendais des magistrats qui avaient la thèse qui ne réagissaient pas de la même manière que des magistrats qui n'avaient pas fait la thèse. Je trouvais que leur logique était un peu parfois plus poussée et qu'on arrivait à avoir une vue d'ensemble que les autres n'avaient pas. Et j'aimais ça surtout. Pouvoir élargir son horizon, pouvoir avoir pas forcément un autre mode de pensée, mais une logique qui est sienne. Et j'aimais surtout ce côté libre qu'ils avaient. C'est-à-dire au cours, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent, ils assument, mais au moins ils le disent. Et puis ils enseignaient. Je trouvais que c'était bien. Ouais. Et puis j'aimais bien voir le professeur Sieso venir avec ses talents. C'était intéressant. Donc je me disais, pourquoi pas le doctorat, pourquoi pas la thèse, mais surtout jamais sans la thèse. C'était ça en fait. Ok. Et quels sont les éléments qui t'ont marqué dans ton parcours doctoral? Dans mon parcours doctoral. Est-ce qu'il y a des choses qui... Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé, en fait, je me suis inscrite parce qu'il fallait s'inscrire là. C'est-à-dire qu'il fallait rester dans le système. Donc, quand je me suis inscrite, honnêtement, je ne travaillais pas sur la thèse. Honnêtement, avec mes amis, on se cherchait un peu. On se disait que... moi, je voulais forcément la thèse. Mais on se disait qu'il fallait avoir des sources de revenus. Oui. Parce que la thèse coûte. Et je me disais, en fait, qu'il fallait avoir un travail rémunéré pour pouvoir me permettre de financer ma thèse sans avoir tout le temps recours aux parents et tout ça. Mais après les tentatives au niveau des concours et tout ça, je crois qu'une année, la dernière fois que je suis allée au concours de l'ENA, je suis arrivée à l'oral et tout ça. Mais j'avais tellement, pas que j'avais confiance en moi, j'étais tellement sûre que c'était bon, que ça m'a rendue malade quand le résultat n'a pas été bon. Je n'étais pas déçue parce que je n'avais pas eu, mais j'étais déçue parce que je vois que c'était quelque chose qui était à ma portée, que finalement je n'avais pas pu avoir. Et je me suis rendu compte que j'avais quelque chose sous la main que je négligeais au profit de d'autres choses derrière lesquelles j'étais en train de courir pour rien. Et il y a eu, à l'occasion, je crois en 2019, j'ai participé, à partir de 2019, j'ai commencé à participer à des séminaires doctoraux en dehors de la Côte d'Ivoire, avec d'autres personnes organisées par partenariat avec des groupes, je crois, du Luxembourg et tout ça. Donc, on réunissait des doctorants de la sous-région avec parfois des doctorants européens. Et ça a été une belle expérience. Je crois que la première fois, j'ai présenté mon travail. Je travaillais encore sur la contractualisation des règles dans les unions en Côte d'Ivoire. C'était le premier sujet que j'avais choisi. Je crois que la première fois que j'ai présenté mon travail devant tout ce monde-là, je me suis dit, mais tiens, il y a quelque chose à apprendre. Je suis sur la bonne voie. De l'autre côté, ce que je tente d'avoir, j'ai jamais eu ce sentiment de pleine satisfaction là. Et là, je suis même pas encore quelque part. Je vois que c'est ce que je veux. Donc, je me suis assise. J'ai compris que le sujet que j'avais, ça ne traitait qu'un pan de la réalité que je voulais embraser. Du coup, j'ai élargi le champ. Et puis, je suis retournée l'année d'après pour un autre séminaire. À partir de là, je me suis dit, bon, c'est bon. On reste dessus. On se tentait, ça a été vraiment des expériences chaque fois. Discuter avec des gens, participer à des colloques, présenter des sujets, présenter des thématiques. Ça a été marquant. Et puis avec un directeur de thèse qui est pas compliqué, mais qui sait être dur. Parce que quand il te dit, c'est ton eau, tu nages dedans, tu deviens caïman, ça n'engage que toi. Mais voilà, à un moment, il me traite de tortue. C'est vrai que ça pique un peu, mais quand il me traite de tortue, ça veut me dire que je ne suis pas en train de travailler, qu'il faut me remettre à niveau. Donc, ce sont des expériences personnelles,
je me découvre moi-même avec la thèse. Je prends conscience de mes compétences, de mes capacités. Je comprends que je suis peut-être petite, mais je suis capable de beaucoup. Et ça, c'est la thèse qui m'a permis de retrouver ce moi-là. Ok. Parce que aussi, tu ne fais pas que la thèse. C'est-à-dire, généralement, les doctorants sont vus comme des rats de laboratoire. Bien sûr. Par exemple, je me lève le matin, on va dans une bibliothèque, et puis voilà, du matin jusqu'au soir. Et pendant 2 semaines, avec des cernes, un sac à dos et des livres qui pèsent 18 tonnes. Et, ça, c'est sûr. Donc, tu ne fais pas que la thèse. Non. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais autrement, en gros, à côté de la thèse? Alors, à côté de la thèse, au départ, j'étais en cabinet. J'étais en cabinet, je travaillais dans un cabinet d'avocat. Mais j'ai vu que ça me prenait beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on revient du cabinet, on est fatigué, il faut penser à la thèse. Et j'ai constaté que j'avais commencé à prendre du retard. Alors, tranquillement, on s'est dit au revoir. Et j'ai commencé à travailler en freelance. C'est-à-dire que je propose mes services, mais spécialement en droit de la famille. J'ai décidé de ne pas me fatiguer. Il faut bien que ça serve mes intérêts, même si je dois gagner de l'argent. Donc, j'ai commencé à faire de la consultance, en fait. À faire de la consultance. Et vu que je me suis spécialisée également en droit des femmes et en droit des enfants, donc la consultance intervient dans ces différents domaines. Et puis ensuite, j'accompagne mes cadets. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du café juridique qui, lui, est gratuit, qui est donné, mais mon accompagnement personnel n'est pas gratuit. Oui, bien sûr. Donc voilà, j'accompagne mes cadets dans la réalisation de leurs travaux de mémoire et tout ça. Donc c'est un peu ce que je fais. Et puis après, des choses que presque tout le monde fait, de temps en temps, vendre quelques trucs avec mes sœurs. Quand ça nous prend, mais c'est vraiment pas un métier. Quand quelque chose nous plaît, voilà, on vend sur le coup. Une fois que c'est fini, c'est fini. Mais c'est vraiment des choses qui arrivent. Mais même si ce sont des choses qui arrivent ponctuellement, c'est quand même ça qui te permet de te rémunérer, bien de sûr, te payer d'une certaine manière. C'est ça. Il ne faut jamais cracher sur quelqu'un qui te donne de l'argent. Pas du tout. Mais je veux surtout aborder la raison pour laquelle j'ai posé la question, c'est que aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou si c'est uniquement à cause des réseaux sociaux qu'on voit ça, qu'on voit beaucoup de doctorants qui font autre chose que la thèse. Bien sûr. Parce que aussi la thèse, on en parlait tout à l'heure, ça a quand même une certaine lourdeur psychologique. Et parfois, lorsque tu ne fais que ça, mais tout le monde t'énerve déjà. Et toi-même, tu t'énerves parce que tu te dis, j'ai plus de vie. Donc voilà, donc le fait de faire autre chose, qu'est-ce que ça t'apporte concrètement, le fait de faire autre chose que la thèse? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte beaucoup parce que même si ce ne sont pas des choses à côté de ce que je viens de présenter, sont des activités à but lucratif. Mais au-delà, je fais plein d'autres choses justement pour m'aérer l'esprit. Je fais partie d'un club de lecture, on est un groupe de cinéphiles, j'aime voyager, j'aime tourner. Donc avec le club de lecture, on se retrouve chaque mois pour parler de livres. Donc moi là-bas, tout le monde me connaît. Je ne lis jamais de livres, je ne viens jamais présenter un livre compliqué. Parce que j'estime qu'avec la thèse, je lis déjà trop de choses. Donc, ils me demandent, quand ça finit ton truc, pour que tu puisses bien nous raconter. Je dis non, je viendrai après, quand je serai bien plus calme avec de gros livres et tout ça. Donc, ça me permet justement de m'aérer l'esprit. Quand je vais parler de films avec notre groupe, il y a même des groupes de culture générale qui se retrouvent juste pour discuter, pour parler. Et puis, parfois, j'interviens dans des activités de certains amis. Une fois, par exemple, je suis allée voir une dame qui a un centre pour enfants où il fallait emmener les enfants à connaître certaines choses. Donc, on s'est amusé à faire des sortes de représentations des enfants qui jouaient de docteur en droit, le magistrat, l'avocat. Donc, on l'a fait justement. Ça permet de m'aérer l'esprit, de comprendre qu'il n'y a pas que la thèse dans la vie. Oui. Et surtout, c'est bon, c'est amusant. Et ça, je l'ai vu après avoir participé aussi au concours MT 180. J'ai participé, j'étais finaliste national, mais je n'ai pas, c'est pas grave. Il paraît que la victoire ou bien la chose la plus importante, c'est de gagner. C'est ce qu'on dit. C'est de gagner. Non, c'est de participer. De participer. Mais moi, j'aurais aimé gagner. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai que moi, personnellement, je participe au concours juste pour participer. Voilà, c'est ça. Mais après, quand même, après, j'étais la seule juriste, la seule littéraire, on va dire. Parce que tous ceux qui y étaient... Sciences dures. Et les trois personnes retenues, c'était des gens de l'INP. Il y avait une qui travaillait sur le gaz, une qui travaillait sur l'IVA, une autre qui travaillait sur la production du monde des choses. Moi, j'ai estimé qu'ils ont pris des gens qui avaient besoin de quelque chose, un besoin pratique. Mais je pense même pas uniquement qu'ils aient pris... Bon, peut-être, tu as certainement raison aussi. Parce que même moi, quand j'ai participé au concours à Bordeaux, j'ai participé à 2 reprises parce que j'aime pas perdre. C'est suffisant. Alors moi, première reprise, je suis allé à La Rochelle, donc j'ai eu la finale locale, donc ensuite finale régionale. Là, je me suis arrêté. Je me suis dit, il faut que j'aille plus loin. Donc, mais en gros, juste pour dire que
que ce soit à la première participation ou à la deuxième, il y avait très peu de juristes. C'est sûr. À la première participation, on était 2 juristes à Bordeaux. Et à la deuxième participation, à la finale nationale, on n'était que 2 juristes. Il y avait, en plus, l'autre, c'était aussi un Togolais. Et on s'est rencontrés à la finale là-bas. Et j'ai vraiment l'impression que les juristes, je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas, mais ici, par exemple, j'ai été la première juriste de l'histoire du concours ivoirien. Ah bon? Et après, moi, jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de juriste. Bon, j'essaie à chaque fois de les emmener. Actuellement, je pense que la finale nationale, par exemple, cette année, la finale internationale, c'est pour ici, cette année. Mais on essaie encore de les emmener. Mais comment je vais présenter mon sujet? Comment je vais le faire? Mais c'est à vous. Moi, ça m'a aidé. Ça a été une période marquante, par exemple, parce que justement, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres manières de faire la thèse. Je crois qu'il y avait une que j'aimais bien. Elle est nigérienne, mais elle est à l'INP ici. Du coup, avec sa mentalité, sa manière de penser, c'était vraiment intéressant. Donc, on a d'autres profils qu'on découvre. Mais en même temps, il y avait cet esprit de compétition. C'est ça. Faire connaître sa thèse, faire comprendre sa thèse. Il y a même un monsieur au niveau de l'AUF qui m'appelle toujours la conjugalité. Je ne sais même pas s'il a retenu mon nom, mais c'est comme ça qu'il m'appelle. Mais c'était bien. Donc, c'est vraiment un fait marquant. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui m'a permis de m'aérer. C'est vrai que c'est un rapport avec la thèse, certes, mais ça avait ce côté un peu plus détendu, que ça soit pour écrire et tout ça. Donc, l'un mis dans l'autre, avec tout ce que je fais d'autres, comme j'ai vraiment développé mon côté amusement. Ouais. Je m'amuse. Et j'achète des chaussures tout le temps. Ça aussi, ça me permet justement de m'aérer l'esprit. Quand je vois que je commence à être un peu truc, je m'achète une, 2 chaussures. Et puis j'attends, je continue. Je pense à une occasion de les porter. Et puis voilà, ça me permet d'oublier un peu la thèse. Mais c'est des mécanismes qu'il faut vraiment développer. Ouais. Sinon, à un moment donné, on s'en sort plus. C'est pas possible. Et la thèse, on commence pas à la subir. Alors c'est pas normal. Alors qu'elle est intéressante en soi, la thèse. Il y a une dame qui a écrit un livre qu'un aîné m'a offert, comment j'ai survécu à ma thèse. ça me fait rire chaque fois que je vois le truc. Et je me dis toujours que quand je vais finir ce truc-là, il faut que je raconte l'histoire de ma thèse. Parce que parfois, je m'assois, je me réveille à 3 heures, et puis je me rends compte qu'il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est ça. Puis je soulève mon ordinateur, j'écris. Puis je ris toute seule. Avec les 3 heures, je suis là jusqu'à 10 heures. Après, c'est l'avantage aussi de pouvoir habiter seul, de pouvoir profiter de certaines choses. Donc, je regarde et puis je me dis, bon, comme personne ne va venir me réveiller pour me dire, pourquoi tu n'as pas balayé le salon, tu n'as pas fait ça. Et quand je ne peux plus, je vais et puis je vais à mes autres occupations. Mais c'est quelque chose... C'est une expérience. C'est unique. Oui. Personne ne peut comprendre en fait ce challenge-là. Mais c'est bien, ça vaut la peine d'être vécu en tout cas. En tout cas, d'être bien vécu surtout. Très bien vécu. C'est bon aussi d'être accompagné. Oui, c'est vrai qu'on l'oublie souvent et généralement, parce que la thèse, c'est quand même, en toute franchise, dans un parcours étudiantin normal, la thèse est, à mon sens, l'expérience la plus solitaire. C'est sûr. Parce que quand même, c'est sur plus de 3 ans, généralement, où tu es seul, tu travailles seul, et même l'accompagnement de ton directeur ou de ta directrice de thèse, il vient a posteriori d'un travail intellectuel qui a déjà été extrêmement rigoureux et extrêmement solitaire. Donc, c'est vrai qu'il faut être accompagné. Sinon, à un moment donné, on se perd. C'est ça, on n'est plus sociable du tout. Mais pourquoi je suis là? C'est ça. Ah ouais, cette question. Qu'est-ce qui me pousse à continuer? Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que c'est lorsqu'on répond à cette question qu'on se dit vraiment que j'aime ma thèse. C'est surtout ça. Quand on arrive à se dire pourquoi je suis là, ça m'arrive de parfois pleurer un bon coup. Quand je suis là et puis j'entends que il y a telle personne qui a fait ça. Et surtout, la question, tu deviens quoi maintenant? Non, je ne deviens rien, je suis toujours étudiant. Mais il faut laisser à faire d'école, là, faut pas t'y faire autre chose. Certains m'ont proposé d'aller passer le concours de CAFOP. Je dis, mais attends, sérieux. CAFOP, c'est quoi? Le concours pour les enseignants du primaire. Ah oui. Donc, j'ai dit, bon, ok, à ce point-là. Ah, mais non. Bon, ok, j'ai compris, merci pour ta sollicitude, mais non, merci. Je ne sais pas si toi aussi ça t'arrive. Moi, il y a une chose qui me stresse, et pas moi uniquement, mais avec mes collègues aussi. Je ne suis pas le seul à avoir peur, mais nous tous. C'est LinkedIn. Les jeunes. Tu vois l'Instagram des intellectuels ou des étudiants. En fait, tu vois un peu LinkedIn, tu es là sur ta thèse, tu es en train de galérer sur ton chapitre 1 et tu vois quelqu'un
Qui est avocat? Je viens de prêter serment. Exactement. Et qu'on ajoute son âge. C'est ça. À seulement 25 ans. Mais seulement pourquoi? Il a une grosse sueur qui coule comme ça. Je dis, ah ouais, et mon cas, tout un peu. Donc, c'est à un moment donné, je ne suis pas vite allée sur LinkedIn. Je suis allée sur LinkedIn depuis peut-être, seulement 1 an et demi, 2 ans. Oui. Non, je suis pas vite allée. Franchement, n'y va pas tous les jours parce que Mais quand j'y vais, je fais un post, Oui. une longue lecture, un long texte. Et puis tu pars, ouais, je pars. Ouais. Quand j'ai rien à proposer, je ne vais pas lire d'autres profils. Je ne vais pas chercher à savoir qui a fait quoi. Sauf quand je sais que quelqu'un a publié quelque chose, un post ou un article Qui t'intéresse? m'intéresse, je vais lire. Mais je ne vais pas, d'après les Ivoiriens, je ne cherche pas à gommer. Donc c'est mieux, je me concentre sur ce que je fais parce que là-bas, même ma soeur n'y va pas. Elle estime que seulement 25 ans. Je dis, mais c'est quoi le problème? Et puis après. Et puis après. Mais c'est vrai que c'est. Parfois, c'est stressant. Très. Surtout la pression extérieure, parfois, elle est très lourde. Et quand tu as un parent dessus, c'est pas facile. Ah oui, j'imagine. Mais tu as vu le poste de la jeune dame là? On dit à 25 ans. D'accord. Je continue. C'est ça. Dis-moi, pour vulgariser le droit de la famille, tu interviens dans des émissions télé. Merci. Comment est-ce que tu as pu saisir cette opportunité? Quels ont été les éléments marquants pour que tu puisses aujourd'hui intervenir, notamment sur la RTI, sur TV Info, sur 7 Info, 7 Info, oui. sur Live TV et puis dernièrement sur Reflet TV. Voilà, donc comment est-ce que cette opportunité s'est présentée à toi? Alors, je vais d'abord dire que c'est d'abord parce que j'ai commencé à en parler. J'ai commencé à vulgariser l'activité sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord créé une page sur Facebook. C'est vrai qu'on dit que c'est un vieux réseau, mais c'est là-bas que tout le monde est d'abord. C'est ça. Et la cible que je visais, ce n'était pas forcément les professionnels du droit. C'est vrai qu'ils ont peut-être besoin de performer ou de s'améliorer, mais ce n'était pas d'abord eux. Pour moi, la cible, c'était tout le monde. Donc, le citoyen lambda qui doit pouvoir comprendre. Et j'ai créé une page Facebook que j'appelle le Mood juridique de l'IA. Et sur cette page-là, je développais des thématiques qui permettaient aux gens justement de se retrouver à partir de cas pratiques, de permettre de se retrouver dans des situations. Et le premier passage télé, je crois que c'était sur Live TV. Et c'est un ami de la fac qui m'a appelé un jour comme ça. Non, avant sur Live TV, c'était une émission. Je suis passée seulement à 10 minutes, non? Dans une émission sur RTI 1. Une émission, c'est midi, je crois. Mais ils faisaient un reportage. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour leur parler de la question de l'identité. L'identité des personnes qui diminuent leur âge. En griffe, René Caillé en Côte d'Ivoire. Voilà comme on appelle ça couramment. Donc, un ami m'appelle, il me dit, est-ce que ça t'intéresse de passer, pour cette émission-là pendant quelques minutes? Je dis, ouais, j'ai pas de problème avec, en fait. Donc, c'est comme ça que ça part. Puis ensuite, il y a un autre ami qui m'appelle, qui me dit que donc je peux dire que c'est parce que j'ai commencé et ils ont commencé à me suivre, ces amis-là. Donc, c'est le réseau. C'est vraiment des amis de la fac. Okay. C'est vraiment des amis de la fac. Et ensuite, au niveau de la RTI, je suis d'abord allée parce que la première qui passait, je pense qu'elle n'était plus disponible ou je ne sais pas trop. Mais un ami m'a recommandé, m'a demandé si j'étais disponible. Il m'a appelé la veille. Est-ce que ça m'intéresserait de passer pour une émission, dans une émission et tout. Je dis oui, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de souci. Tant qu'il s'agit de parler des droits de la famille, je suis toujours pas attendre. Je ne dis pas non, comme on le dit. Donc, je suis partie. Et puis, la productrice a aimé. Elle dit qu'elle a aimé mon approche de la thématique. Parce qu'elle m'avait demandé de proposer une thématique. Elle dit qu'elle a aimé mon approche. Elle m'a dit qu'elle a suivi, elle m'a rappelé. Je suis partie. Et quand ça s'est fini, la saison était en train de finir. Donc, elle m'a dit, d'accord, qu'on me reconduit alors pour la prochaine saison, qu'elle veut m'avoir avec eux. Okay. C'est comme ça que je suis restée. Donc, c'est d'abord un ami qui m'a recommandé parce que on cherchait justement quelqu'un pour parler. Lui, il est docteur en droit foncier. Il m'a dit que droit foncier, aller parler de ça à la télévision, c'est pas très... ça n'intéresse pas trop les gens, mais il cherchait vraiment une thématique qui pouvait intéresser tout le monde. Et depuis, voilà. Mais il faut aussi le dire, tu dis que c'est vrai que tu l'as dit, c'est principalement, on va dire, grâce au réseau, mais c'est aussi parce que tu t'es lancé et tu as montré ce que tu fais. Exactement. Parce que c'est un peu comme par rapport à ma thèse en 180 secondes, qui est une opportunité exceptionnelle pour montrer ce que l'on fait en thèse. Il faut, à mon avis, en tout cas, lorsqu'on travaille sur un sujet de thèse, parce que le sujet de thèse, non, il se veut quand même pratique. Il se veut pouvoir toucher des aspects pratiques de la société, des aspects de la vie. Et lorsqu'on le garde pour nous, ça fait que
Et il y a plein de thèses qui pourrissent dans les bibliothèques parce que personne ne sait de quoi. Moi, c'est ma phobie. Non, moi, je ne veux pas du tout. De toute façon, je ne vais pas le permettre. Franchement, même si c'est pour me promener de... Ouais, totalement. Il faut que j'en mette une dans toutes les bibliothèques. Ça a coûté beaucoup d'argent, mais oui. Par exemple, pour la première activité au niveau de la vulgarisation, avec l'aide d'une amie, puisqu'on participe, on fait aussi du social. Okay. Donc, j'ai une amie qui a lancé une page en fait qui s'appelle Les Artisans de la Réussite. Sur cette page, il s'agit d'emmener justement les étudiants des universités publiques en Côte d'Ivoire à croire que c'est possible en fait de sortir d'une université publique et de se réaliser. Okay. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on avait tendance à penser qu'avec l'université publique, on est quand même... Et pas que en Côte d'Ivoire, même ailleurs. Je sais qu'au Togo, par exemple, c'est assez... Dans l'université publique, alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions, je pense que même ici. Exactement. Mais il y a quand même cette conception de l'université publique qui n'est pas forcément... Donc, le but, c'était de leur emmener surtout que le monde, avec notre promotion, sont des gens qui ont accepté de vraiment travailler, de donner d'eux-mêmes. Avec les exemples qu'on présentait, finalement, voilà, ça a créé un réseau avec des gens qui sont de l'étranger. On a même des gens du Togo, du Bénin qui nous suivent. On a des gens en France on a même créé des systèmes comment on va dire, de mentorat avec des personnes, avec des cadets et tout ça. Donc, avec elle, on a essayé de toucher un peu des professionnels du droit pour venir assister à la première édition. Et ça a été bien, on a fait une activité. Et c'est le consulat du Sénégal qui nous avait reçus pour qu'ils avaient fait le cadre, en fait. Okay. On a fait l'activité là-bas avec 25 personnes. C'est comme ça qu'on a commencé la première classe. Okay. On avait des juges aux affaires familiales, des greffiers, des notaires. Et puis, on avait des citoyens lambda. Et c'était vraiment intéressant. Et donc, j'avais décidé de continuer à le faire de manière trimestrielle. C'est vrai que cette année, on n'a pas encore fait de classe. Mais on prévoit ce qu'on appelle les diagnostics du droit de la famille. Mais ça vient. Okay. Ça vient. Les diagnostics patrimonial et extra-patrimonial. En fait, le but, c'est de trouver des thématiques qui sont quand même, des choses qui sont quand même, qui accrochent. Quand on ne sait pas, on est un peu curieux. Donc, c'est ça, en fait. D'accord. OK. Tu donnes des enseignements. Bien sûr. N'est-ce pas? Comment est-ce que tu trouves le fait de donner des enseignements? Tu l'avais dit un peu en termes de l'interview que tu aimais bien parce que déjà c'était assez humain, un peu comme le droit de la famille. Comment tu trouves déjà les enseignements que tu donnes? Alors, les cours que je donne, je suis chargée de cours dans certaines universités privées. Je ne donne pas les cours en droit de la famille. Évidemment, quand on est juriste, même quand on finit, qu'on est recruté, on n'enseigne pas forcément. Donc, en tant que juriste, bien sûr, on est censé être au fait de toutes les questions. Exactement. Au niveau de l'enseignement, une petite anecdote. Quand je commençais les travaux dirigés, une fois j'arrive en salle, j'étais fatiguée, donc j'enlève mes talons, je porte mes chaussures plates, je laisse dans la salle des moniteurs et puis je vais en salle. J'arrive, les étudiants sont là. Je crois qu'en ce temps, il y avait une situation donc on était obligé de regrouper les étudiants. Donc j'avais quand même au moins 3 groupes de télé dans la même salle. Et il y avait un étudiant qui était assis à la table de l'enseignant. Donc moi j'entre. Je suis arrêtée devant la porte et il était en train de dire aux étudiants, ils se comportaient en fait comme l'enseignant. Donc allez vous asseoir et prenez place et tout ça, le cours va commencer et tout ça. Donc moi je rentre et puis il me dit, mais va prendre une chaise, tu vas t'asseoir. Donc comme je ne répondais pas, il y a eu une calme façon. Il dit, aïe, il faut t'asseoir, le cours va commencer, mais toi tu ne respectes pas le professeur. Et ici, mais c'est juste que tu es à ma place. En fait, il y a eu un calme pas possible dans la salle. Et le gars, il était quand même grand. C'est un étudiant, mais tout le monde n'est pas comme moi. Il était quand même grand. Il s'est levé à ma place. Il a commencé à rire d'abord. Parce qu'en fait, ça pas. Alors, il a vu que j'étais arrêtée depuis, je ne bougeais pas. Il dit, madame, vous avez quoi avec nous ici? Il dit, oui, et vous êtes à ma place. Pardon, madame. Non, il n'y a pas de problème, on ne savait pas. Et non, il a commencé à s'excuser après. Ils sont venus avec d'autres personnes trouvées à la salle des étudiants en train de s'excuser. Non, je disais, non, il n'y a aucun problème, vous ne m'avez pas mal parlé, donc il n'y a pas de souci. Donc, ce sont des petites expériences comme ça qui enrichissent mes journées. C'est toujours drôle parfois. Je me retrouve, j'arrive, ils sont là, ils rentrent. La première rencontre, c'est souvent ils m'attendent. À un moment, j'avais des professionnels. Dans une université, j'ai des professionnels au cours du soir. Et quand ils arrivent, ce sont des gens
d'un certain âge qui va me dire mais ma fille, ça là, c'est quoi? Je suis fatiguée de dire madame, elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que à cause de, ou bien parce que je ne suis pas très grande, j'arrive en fait dès le départ à créer un cadre de respect. Parfois, au début, je suis toujours un peu détachée parce que je me dis quoi? Il ne faut pas laisser entrer la porte, il ne faut pas ouvrir la porte à l'irrespect. Bien sûr. Donc, du coup, au départ, on parle, on se vous voit tous. Tu mets des limites. On met des limites dès le départ. On rit. Le cours n'est pas tout, j'aime les cours participatifs. Donc souvent on fait plein de séminaires, on fait des exposés justement pour les emmener à développer des questions. Je me dis que quand on arrive en licence ou en master, et généralement quand je fais les régimes matrimoniaux, c'est jamais en première année. Donc j'ai des gens qui sont un peu plus mûrs dans la tête au niveau du droit et tout. Donc ce sont des expériences qui sont quand même intéressantes, mais c'est vrai qu'au départ, c'était pas toujours. Je me rappelle que dans une université de la place, on m'a dit oui, mais comme je suis pas très grande, est-ce que je peux commencer en tant que bénévole? Je lui ai demandé si l'enseignement allait être bénévole, si la formation que j'allais transmettre allait être bénévole. Ils disent non, mais non, c'est pas possible. Soit vous me recrutez, vous me prenez sur la taille. Pas. Bien sûr, j'ai trouvé ça tellement mal poli. Après, ils m'ont fait parvenir des syllabus, mais j'ai refusé. C'est bon. Parce que comme ça commence, je ne suis pas sûre que c'était l'une de mes premières expériences. Et après, j'ai laissé tomber. C'est plus tard que j'ai repris et puis voilà. Donc jusqu'à présent, ça va. Il y a des universités dans lesquelles je suis depuis 3 ans maintenant. Il y en a d'autres un peu plus longtemps. Et ça va avec les étudiants. En général, ces universités, les étudiants d'avant me voient. Donc quand j'arrive, en fait, ils sont habitués à se dire, c'est qui cette petite dame? Mais bon, ça va. J'ai jamais rencontré d'étudiants vraiment mal polis et tout ça. Donc il y a toujours... Et les étudiants, les hommes ont tendance à faire quelque chose qui est bien. Ils ont tendance à vouloir me protéger. Peut-être parce qu'on s'est dit qu'elle est trop petite et qu'elle ne manque pas de respect à qui que ce soit. Mais après, c'est une belle expérience. Même à l'université où parfois c'était un peu chaud. Donc je m'arrange toujours pour ne pas être mal poli. Et en retour, on me rend mon respect. Bien sûr. Je me demande vraiment comment les étudiants ici à Abidjan sont. J'ai déjà donné 2 formations en prise de parole en public ici à Cocody et à l'ISD. Mais c'était dans un cadre, on va dire, où il y avait quoi? C'était pas plus de 50 étudiants. D'accord. Mais je me demande vraiment, vu la raison pour laquelle je pose la question, c'est que quand tu vois les Abidjanais, la manière dont ils sont très... C'est comme ça qu'ils sont. Dans l'expression. C'est comme ça qu'ils sont. Même en cours. Même en cours, mais après, c'est vrai qu'au cours, ils sont un peu plus modérés. Parce qu'ils savent un peu pourquoi ils sont là. C'est vrai qu'on arrive. Où on discute le plus, c'est quand on leur donne la parole. Mais c'est vrai qu'ils ne vont pas venir manquer de respect. Parce que non, au cours, ça va. En dehors du cours, ça, c'est autre chose. Mais moi, je m'arrange toujours pour créer ce cadre d'échange là et que ça reste vraiment limité au côté intellectuel. On se tutoie pas, on n'est pas camarades, j'ai pas besoin de nouveaux amis ici. Si on doit être amis, c'est que la personne a passé la classe. Et même mes anciens étudiants, j'ai toujours un peu de mal à être. On n'a pas besoin d'être amis. On peut se respecter, ça peut être une connaissance, ça peut être une relation professionnelle, mais être ami, c'est un peu compliqué pour moi en fait. Ok. C'est une question qui est assez vague, celle que je vais poser. Pour toi, quelle pédagogie est-ce que tu adoptes avec tes étudiants? Quel est ton sens de la pédagogie? Comment tu vois la pédagogie déjà? Et pour toi, qu'est-ce qui marche, à ton avis, pour véritablement faire passer l'information aux étudiants? Alors, pour moi, quand on enseigne le droit, on ne doit pas copier sur le côté rigide que nos prédécesseurs ont eu. Le droit est complexe. Le droit est très compliqué. Il faut arriver justement à le faire comprendre, à le faire entendre, à l'intégrer et puis à le mettre en œuvre. C'est-à-dire que quand je viens expliquer quelque chose à un étudiant, que je me mets à aligner 5 gros mots grands mots, pas gros mots, mais 5 mots vraiment importants que j'ai lus dans un terrain ou dans un Dalloz ou chez Mazo. Mais l'étudiant en face de moi, finalement, qu'est-ce qu'il retient? Parce qu'il ne faut pas lui dire pour qu'il s'arrête là. Il faut qu'il retienne, il faut qu'il puisse rendre. On ne demande pas, je ne dis pas non plus qu'il faut un langage purement terre à terre. Et c'est trop simpliste. Trop simpliste, non, ça ne marche pas du tout. Mais il faut trouver l'équilibre. Et après, quand on finit de rendre ce qui est dans le manuel, on doit pouvoir leur donner la parole. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, en fait, c'est un échange. Aujourd'hui, je viens, si on a 3 heures de cours. C'est vrai que, en règle générale, dans les universités privées, quand je fais les CM,
je suis chargée des TD aussi. Donc, du coup, ça me permet en fait d'allier les deux éléments, puisque c'est moi-même qui fais les TD. De l'autre côté, au niveau des TD, quand on fait seulement les travaux dirigés, on revient un peu sur les cours qui ont été donnés. Donc, moi, je leur demande justement de m'enseigner. Okay. De m'enseigner, de me montrer en fait ce que eux ils ont retenu. Et c'est surtout pour ça que j'aime bien les exposer. Ça me permet en fait de voir le niveau d'expression. Et le niveau d'expression, c'est compliqué ici. Écrire en français, c'est un peu compliqué. Ouais. On parle français, tout le monde aime dire que les Ivoiriens ne parlent pas français. On aime à le dire, mais c'est pas toujours vrai. Après, on le parle en fonction de la catégorie ou de l'endroit dans lequel on se trouve. Mais nos cadets, nos étudiants ont tendance à l'oublier. Ils ont tendance à oublier que le langage de russe n'est pas celui-là qu'on doit importer ou emmener dans le cadre professionnel ou intellectuel. Donc moi, en fait, je les emmène justement à s'exprimer, à comprendre. Et puis, j'ajoute aussi le côté, comment on va dire, présentation. À mes cours, par exemple, on ne vient pas en sandales. Okay. On ne vient pas en short. Je refuse, c'est mon cours. S'il y a une tenue d'école, on est tenu d'être là. Parce que je me dis qu'on prépare des gens, un juriste. À être professionnel. À être professionnel. Un juriste, c'est quelqu'un qui est censé prendre des décisions. Et je leur demandais une fois si vous avez un problème, que vous partez voir un avocat. Il est mal vêtu, il a des pantalons. Vous êtes sûr que vous aurez envie de lui confier votre situation? Oh non, madame, mais ça va dépendre s'il a déjà démontré. Comment vous savez qu'il a déjà démontré? Première vue, quand vous le voyez, comment vous savez qu'il a déjà démontré ou fait cette preuve? C'est justement, il peut avoir fait cette preuve et puis il ne réussit pas votre affaire. Donc, il y a ce que je leur apprends aussi autour de ma petite expérience avec ma maman, pour qui il fallait vraiment rester dans les carrés, dans les bonnes lignes. Mais voilà. Donc, il faut pouvoir allier ce côté-là où il y a l'échange, il y a l'interaction, tout en restant dans les limites du légitimement correct, et puis permettre justement aux étudiants de pouvoir prendre la parole, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir corriger. Parce que souvent, c'est en parlant qu'on voit qu'il y a des lacunes, il y a des choses qu'ils connaissent, il y a des idées qu'ils ont. Mais quand on ne les laisse pas parler, ou quand on ne laisse pas le choix ou l'occasion de s'exprimer, ils rendent autre chose et ils ne comprennent pas bien. Alors que ça ne sert à rien de venir en passer des cours, lire les cours jusqu'à sortir de la salle et puis voilà. Bien sûr. Ok. Tu as parlé tout à l'heure de la prise de parole, donc de ta méthode qui est de faire que tes étudiants prennent la parole régulièrement pour exposer leur savoir et aussi pour travailler à le peaufiner. Et comme je le sais, je donne des formations en prise de parole et une des raisons pour lesquelles également j'interviewe les gens, c'est pour voir le rapport que ces personnes-là ont, donc ces personnes, notamment des personnes qui ont généralement l'habitude de prendre la parole en public, donc le rapport que les personnes que j'interviewe ont à la prise de parole en public. Donc toi particulièrement, quel est ton rapport à la prise de parole en public? Est-ce que depuis le départ, tu as toujours pas uniquement aimé parler, mais su bien parler? Est-ce que tu as toujours su t'exprimer? Et comment est-ce que tu vois la prise de parole en public en termes d'importance, en termes de nécessité? Alors, est-ce que j'ai toujours su le faire? Bon, on m'a dit que je le faisais bien. Maintenant, est-ce que ces personnes-là sont fiables? Et la famille, est-ce qu'elles sont légitimes à le dire? Mais je pense que j'ai commencé à... J'ai jamais douté du fait que je pouvais arriver à convaincre. J'ai jamais douté du fait que je pouvais prendre la parole en public et dire les choses sans trembler. Je suis quelqu'un qui ne sait pas danser. J'aimais plus le théâtre parce que je parlais. Et je parlais, je pensais que je parlais bien, je pense toujours. Même si, avec des formations, j'ai appris quand même certaines choses. Je vois que mes mains continuent de me faire toujours vérifier, mais bon, je parle avec les mains. Peut-être qu'avec le temps, on va finir par corriger. Non, c'est même, parler avec les mains, c'est pas si mal que ça en soi. Pas si mal, c'est ton corps qui veut s'exprimer. Voilà, si tu commences pas à parler comme ça avec les mains, ça sera compliqué, je suis d'accord. Donc, est-ce que j'ai toujours su le faire? J'ai appris à le faire. Comme je le dis, ma mère, c'était quelqu'un. Qu'est-ce qu'il faut dire? Comment il faut le dire? Pourquoi ne pas avoir un mot plus haut que l'autre? Le bon ton, même quand on est fâché, se justifier, ne pas crier. C'était des codes en fait qu'elle nous apprenait. Et je pense que je les ai intégrés. Pas facilement, parce qu'on me frappait souvent. Mais je les ai intégrés et finalement, j'ai fini par en faire une habitude.
J'ai fini par le développer. Donc même quand il fallait prendre la parole pour le compte de tout le monde, c'est vrai que je ne suis pas celle qui va se désigner en premier. Je préfère qu'on me découvre. J'ai pas toujours envie de me mettre en avant, sauf quand il y va de mon intérêt. Quand on est dans un groupe que je n'ai aucun intérêt à me faire voir, mais je reste à ma place. On est en train de parler des mathématiques, on cherche un représentant, je vais aller faire ça. Donc il y a ce genre de choses. Mais je défends toujours mon avis, mes idées. Bien, je n'agresse personne et je trouve le moyen de placer en fait mon mot que j'ai toujours envie de placer, peu importe la situation. Donc mon rapport à l'art oratoire, je pense que c'est une clé. Qu'on soit juriste, qu'on soit... peu importe le métier qu'on exerce. Une fois, je disais ça à un ami qui est médecin, qui sait parler à son patient, qui ne sait pas parler de son travail. Je lui ai dit en fait que j'estime que tu ne parles pas bien de ton travail. Pourquoi? Parce que tu es médecin. Tu dois pouvoir vendre ton travail, emmener les gens à s'intéresser à ton travail. Peu importe ce que tu fais, tu dois pouvoir être le reflet, peut-être, on va dire, sans avoir parlé. Mais une fois que tu prends la parole, il ne faudrait pas qu'on dise « mais les médecins, ils parlent comme ça ». Quand on dit ça, c'est qu'il y a un problème. C'est ça. En règle générale, on est soit ébloui, mais pour un médecin, il parle bien. Je préfère qu'on me dise ça. Mais après, si on me dit pour une juriste, elle parle bien, je vais prendre ça mal. Ça veut dire, ça veut dire que les juristes, alors que c'est pas vrai. Donc, ça veut dire que j'ai rien fait. Mais quand on vient et on me dit, ah, mais tu parles bien, mais surtout que tu arrives à captiver ton auditoire. Pour moi, c'est ça en fait. Il ne faut pas forcément, tout à l'heure je parlais d'aligner les gros mots, mais dire des choses pour intégrer les personnes à ce qu'on est en train de faire, pour qu'ils puissent nous suivre, nous s'adapter à son public. Quoi. Exactement. Et donc vivre avec eux, vivre en fait ce qu'on est en train de dire pour qu'eux ils soient intéressés. Donc cette interaction-là, moi j'aime bien. Même quand on est derrière un micro, qu'on ne sait pas combien de personnes nous regardent, on va pouvoir se dire qu'il est en train de me suivre, il est en train de m'écouter. Donc il faut que je puisse lui communiquer ce que moi je suis en train de dire pour ne pas qu'il se lasse au bout de 2 minutes. Voilà. Il faut réussir à créer la connexion et la rendre assez pérenne de cette manière. Et c'est intéressant quand tu parlais de ta maman, j'ai l'impression que la prise de parole, pas uniquement au public, mais juste le fait de parler, nos parents nous l'inculquent d'une certaine manière. Je ne sais pas si ça se passe comme ça à Abidjan aussi. Moi, ma mère, je pense que c'est elle qui a fait de telle sorte que je puisse d'une certaine manière bien parler. Parce que chaque fois que je faisais des bêtises, donc dans notre famille, chaque fois que je faisais des bêtises, et j'en faisais beaucoup quand j'étais enfant, elle me disait toujours d'aller demander pardon à mon père, mais le matin à 5 heures. C'est-à-dire que, imagine ton père qui arrive tard parce qu'il est fatigué, il revient du boulot, il rentre se coucher, et à 5 heures, pendant qu'il dort encore pour récupérer, tu vas le réveiller pour lui dire « Papa, j'ai fait une bêtise ». Donc, en fait, tout ce que ça te donne en termes de... En fait, avoir le ton juste, avoir le propos calme, et lui exposer également dans les lignes les plus précises que cette bêtise-là, c'était pas ma faute, mais je te demande pardon. Je pense sincèrement que cet exercice auquel ma mère m'a confronté, c'est d'une certaine manière, c'est ça qui m'a permis aussi de... Alors, c'était très, très... bon, je le faisais trop souvent déjà, mais je pense que c'est ça qui a fait, je pense que c'est vraiment ça qui, d'une certaine manière... Moi, je pense que ça a joué, en tout cas, ce qui me concerne. Je pense que les recommandations de ma mère, ça m'a... Parfois, elle n'avait pas besoin de le dire. Quand tu commences à parler trop, elle te regarde, le regard de maman, de maman africaine. Et donc, quand elle te jette ce regard, tu sais que tu es en train de parler trop haut. Quand tu commences à devenir saoulante en griffe, elle te regarde. Tu sais par son regard que tu la saoules. Donc, comment relancer justement le verbe pour qu'elle puisse continuer à te suivre. Donc, il y a tout ça. Et puis après, je pense que je me suis intéressée aussi à la lecture, à l'église et tout ça. Souvent, les gens pensent que c'est monotone. Moi, je trouvais que non. Il fallait justement trouver le moyen pour que, quand on est en train de lire ou quand on est en train de présenter quelque chose, on n'ait pas cette impression-là d'être en train de lire. Parler aisément. Et voilà. Je pense qu'on doit pouvoir l'apprendre. En plus, c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux lectures à l'église. Moi, c'est ce que je recommande toujours. C'est si vous avez une opportunité de prendre la parole, peu importe l'endroit, que ce soit dans les associations ou à l'église particulièrement, il faut le faire. Parce que généralement, on parle comme on lit un peu. C'est vrai. Et si on se met à lire, on se dit et l'impression qu'on donne, c'est qu'on est en train de réciter. C'est pas la meilleure des choses. En fait. C'est pas bon. Je me rappelle que j'avais une amie quand on faisait les lectures à l'église. Elle, le truc, c'est qu'elle se mettait dans le public. On est venu dimanche à l'église. Mais son but, c'est de m'emmener à rire. Et du coup, tu es en train de faire la lecture.
tu évites parce qu'elle est assise de sorte à ce que elle attire ton regard. Donc tu es là, tu es arrière, mais tu dois pas rire. Et je pense qu'aujourd'hui, je la remercie sur le coup, je ne le faisais pas. Mais ça m'a permis justement de ne pas être déconcentrée. Parce que des fois, on se retrouve à la télévision en train d'enregistrer en direct. Et puis une fois, je me rappelle qu'il y avait une mouche qui passait. Donc la caméra était sur moi. Ils sont en train de chasser la mouche. Donc je suis obligée. C'était pas une mouche. Ah ben, un truc comme ça. Donc je suis obligée de rester stoïque, de continuer. Puisque la caméra est sur moi, je dois parler. Donc je me dis, mais s'il avait ce retour dans les cheveux, comment je fais? Mais il y a des choses. Et je pensais à mon ami. Mais imagine que tu es à l'église, tu vas pas fuir. Concentre-toi et puis continue, fais ce que tu fais avec la même expression du corps et tout ça. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose de primordial. Est-ce qu'il y a une prise de parole que tu as eue qui t'a marqué particulièrement? Que tu as eu à parler à beaucoup d'occasions, notamment que ce soit la télé, ma thèse en 180 secondes. Est-ce qu'il y a eu une prise de parole en particulier qui t'a marqué? Ma thèse en 180 secondes. J'en étais sûr. Ma thèse en 180 secondes, pas parce que les autres prises de parole n'étaient pas importantes. Mais là, j'ai bien aimé parce qu'il y avait mon père dans le public. Il s'est déplacé d'un souper pour venir me voir. Oui, il aime bien ça. Il y avait ça. Avant ça, c'est vrai qu'il y avait la question du mémoire et tout ça, mais non. Là, c'était plus... J'avais pas l'impression, en fait, de faire quelque chose de compliqué. J'avais l'impression d'être dans mon élément, de parler, de discuter. Et je l'ai vécu comme ça. J'ai trouvé que 3 minutes, c'était pas assez long et en même temps, c'était parfait. Parce que justement, pour moi qui parle trop, pour moi qui trouve toujours des moyens de rendre des phrases un peu plus longues, c'était le moyen en fait de rendre quelque chose de long, de manière précise, de manière concise, de manière courte, comme un bon juriste doit le faire, mais à un public de profanes. Donc j'ai adoré l'expérience en fait. J'ai trouvé ça bien. Moi-même, personnellement, je me suis félicitée. Dis-moi, est-ce que tu as trois orateurs ou oratrices préférés que tu admires? 3 orateurs ou oratrices préférés. Peu importe que ce soit dans l'environnement ivoirien ou ailleurs, même les anglophones. J'ai un petit problème. J'aime pas toujours écouter les gens qui parlent trop. Parce que je trouve que je parle déjà beaucoup. Et j'aime en fait que les gens aillent à l'essentiel. Pour ça, je ne le fais pas toujours. Et donc, tu vois que tu veux me poser une question, là, je suis en train de trouver. Mais il y a quelqu'un que j'aime bien ici d'abord. Mon directeur de thèse, le professeur Atara Aboudram. C'est le monsieur qui est capable de captiver son auditoire pendant 5 heures, en train de parler tout seul. Mais on le suit, on comprend. Et on se balade avec lui jusqu'à revenir. En fait, c'est quelqu'un qui est... Et ce qui me plaît, en fait, c'est qu'il s'habitue à son auditoire. Je le trouve bien en tant qu'orateur. Et ensuite, il y a une dame que j'aime bien ici en Côte d'Ivoire, Dr Khan, Aminata Khan. Elle est médecin. Elle est sur Facebook. Ça me dit quelque chose. Voilà, elle a une librairie, la librairie Kena et tout ça. C'est une dame qui est très bien. Mais je l'aime en fait à cause de, j'aime sa manière de maintenir ou de tenir son public en haleine. Parce que justement, elle a une petite voix. Elle a une petite voix, mais elle a cette manière-là de captiver son auditoire. On a l'impression, en fait, qu'elle est en train de nous bercer. En temps normal, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que il faut que ça que ça ait du peps. Que ça ait du peps pour que ça me retienne. Mais elle, j'arrive à l'écouter. Et je la suis comme ça. Maintenant, pour la 3e personne, je sais pas trop. Je regarde. Après, ça, je t'écoute pas souvent. Donc, peut-être que j'aurais dû dire toi. Mais... Tu verras mes vidéos sur YouTube après. Si tu veux. D'accord, bien sûr, je le ferai. Et là, je suis en train de chercher une 3e personne. Je regarde dans l'environnement ivoirien. Après, j'aime pas trop les discours des hommes politiques. Ah oui? Pas trop. Parce que je me dis, peut-être qu'un jour, tu vas balancer dans la politique, tu vas chavirer. J'essaie de faire que non. Parce que tu as dit, et je voulais même rebondir sur ça au début, mais j'ai oublié, tu as dit que ce que tu aimes beaucoup dans la prise de parole, c'est de pouvoir, d'une certaine manière, imposer tes idées. Bien sûr. Et de pouvoir débattre. C'est ce que les hommes politiques font généralement. Chez nous, ici. Ils débattent pas. Ils imposent. Ils oublient le côté débat. Bon, après, j'ai rien dit, mais c'était juste une parenthèse. Comment il s'appelle? Je vais dire quelque chose que j'aime.
J'aime bien les prises de parole de Poutine. Poutine, ok. En fait, je comprends rien à ce qu'il raconte. Ok. Mais c'est le monsieur qui est assis derrière son truc, stoïque. Il n'y a pas d'expression, il n'y a rien, mais il captive son auditoire. Ouais. Lui, je ne sais pas son moi verbal, comment il fait, parce que souvent on va pouvoir exprimer quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si pour lui c'est l'absence d'expression qui est son expression, mais ça me plaît bien. Après, les idées politiques derrière, c'est tout autre chose. Mais j'aime bien la manière. Et ce calme-là, si je réussis à l'avoir un jour, ben, Dieu merci. Mais c'est pas que j'ai envie de l'avoir. Et je trouve son côté différent appréciable. Oui, ok, d'accord. Poutine, hein. C'est vrai que quand on voit ses interviews, il est très solide dans ses bottes. Il est droit. Contrairement à d'autres qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de trucs. Donc, ce que tu aimes, c'est ce qu'il dégage. C'est ce qu'il dégage, en fait. Voilà. Ce n'est pas forcément ce qu'il dit. Parce oui, non, bien sûr. De toute façon, généralement, il parle russe, même si c'est traduit. Mais c'est ce qu'il dégage, en fait. C'est pour ça que je dis sur moi non-verbal, on va le dire comme ça. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Ok. Ok, super. Donc, est-ce que toi, tu as un conseil à donner, on va dire, à certains étudiants pour améliorer leur éloquence? Bien sûr. Lire beaucoup. On a ce problème-là avec notre environnement. Ici, essaie de faire une publication qui parle de quelque chose de sérieux. Même pas dans un langage soutenu. Prends un niveau médium. Et puis, tu proposes aux gens. Quand ça dépasse un certain niveau, on va te dire en commentaire, tu ne pourrais pas écrire beaucoup. Moi, tout le monde me connaît. Mes amis, quand ils viennent, attends Sandrine, tu es malade aujourd'hui, mais tu as quel problème? Quand je fais un post qui fait à peine 2 phrases, tu es sûr que ça va. Ils ont piraté ton compte. Parce qu'on sait que je n'écris jamais, je ne fais jamais de coups de phrase. Si tu n'as pas envie de lire, tu ne lis pas. Je me dis qu'il y a des gens qui doivent lire. Ils lire d'abord, parce que comme ça, on apprend des mots. Très souvent, ils ne prennent pas la parole, ils ne sont pas éloquents parce qu'ils ne savent pas comment le dire. On a tendance à parler le langage de rue un peu partout. On arrive devant un auditoire qui est composé d'illustres personnalités. Ou bien on nous demande de venir présenter un travail. On a peur de parler parce qu'on ne sait pas comment le dire. Et même quand quelqu'un, une bonne volonté, se propose même pour faire le travail pour nous, comment on le rend, on est dessus. C'est ça. On lit, on titube parce que ce n'est pas nous qui l'avons fait. Donc, lire d'abord. Et puis, s'entraîner. Et pourquoi pas s'inscrire à des classes d'art oratoire. Ça aide aujourd'hui, demain et toujours en fait. Déjà pour nous-mêmes, parce que je trouve que prendre la parole, arriver à assumer ce qu'on dit, ça redonne de la confiance en soi, ça booste en fait, on griffe l'arrogance du juriste. Tout juriste est arrogant, on le sait. On essaie juste de cacher un peu. Mais au-delà, ça permet justement à ceux-là de faire comprendre leurs idées, de pouvoir se vendre et se faire vendre dans ce qu'ils auront à proposer plus tard. On n'a pas besoin que tout le monde soit magistrat, avocat. Peut-être que c'est parce que justement parfois on n'a pas cette capacité-là à pouvoir dire ce qu'on veut dire ou à pouvoir bien le dire que très souvent on rentre dans des métiers dont on n'a pas envie et on ne se lance pas forcément avec un esprit entrepreneurial. Et puis voilà. C'est vrai ce que tu dis, mais au-delà même de ça, je pense que l'absence le fait de ne pas savoir parler, de ne pas savoir prendre la parole, en public particulièrement, ça nous évite même, ça nous empêche même de saisir certaines opportunités. C'est beaucoup d'opportunités, parce que là, on est par exemple je crois que dernièrement, à l'Ivoire, à l'hôtel Ivoire ici, Sofitel, il y avait les 2 journées carrière. Il y avait plein d'étudiants, avec des personnes. Et à un moment donné, on demandait de poser des questions. Mais les jeunes sont dans le public. C'est ça. Et ils sont en train de chuchoter, en fait. Ah oui. Parce qu'il faut ça, dire ça là. Elle a dit ça. Mais parle Tu as besoin de poser une question, parle. Bon, moi, je ne sais pas comment je vais dire. Mais qui va le dire pour toi? C'est ça. Et quand tu te lèves pour le dire, on te remarque. C'est ça. On peut se dire que, mais il y a telle personne qui avait posé une question. Ça m'intéresse. Donc, ça fait qu'il passe énormément à côté de plusieurs opportunités. Ouais. Et surtout, quand on fait des métiers, on a besoin de parler. Ouais. On a besoin d'apprendre à être éloquent. On a besoin de savoir parler, de savoir bien parler et de trouver la bonne occasion pour parler. Parce que même quand on aime parler, c'est pas partout qu'on parle. Bien sûr. Et c'est bien que ce que tu dis, ce que tu précises, c'est qu'on a besoin d'apprendre à parler. Parce que, encore pour beaucoup de personnes, l'éloquence est innée.
Non. Beaucoup de personnes pensent que l'éloquence est innée. Moi, mon avis, c'est que bien évidemment, on va avoir certaines personnes qui ont une certaine facilité. Et puis, si on se fouille bien, c'est que ces personnes, ça dépend de l'environnement dans lequel ces personnes ont grandi, etc. Alors, évidemment, on verra certaines personnes qui, assez tôt, ont une verve qui est assez pointue, assez peaufinée. Mais, même si on n'a pas cette éloquence innée ou cette éloquence naturelle, on peut toujours la travailler. Moi, je donne tout le monde l'exemple. Moi, au départ, mais si tu m'écoutais parler, ouais, j'avais trop peur de parler. Alors que c'était le paradoxe, j'aimais énormément les gens qui parlaient. J'étais admiratif. Mais quand je parlais, même moi, je ne me comprenais pas. Et donc, ça fait qu'au fur et à mesure, quand j'ai véritablement commencé à travailler, et c'est heureusement grâce au droit, avec les exposés, surtout lorsque tu te dis, mais j'ai envie que les gens me comprennent, en fait. Et donc, j'ai envie vraiment de travailler sur ce art-là. Et juste pour dire, ça se travaille et c'est très important de pointer ça du doigt parce qu'il y a des gens qui se disent parce que je ne sais pas parler aujourd'hui, parce qu'il y a eu certaines prises de parole dans lesquelles j'ai été assez défaillant pour dire comme ça, ça veut dire que je suis out ou je ne suis pas bien placé pour exactement. Alors que tout ce travail, de la même manière, si nous on nous dit aujourd'hui de faire une table, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais si on veut, on peut apprendre les rudiments pour pouvoir mettre cette table. Moi, je me rappelle qu'on avait une amie, c'est-à-dire que quand on est en train de rédiger le travail, les exposés du groupe. Elle donne ses idées. Mais quand il s'agit de présenter, elle n'a pas envie de présenter. Je dis, mais ce qu'on faisait finalement, on divise. Moi, j'ai fait l'introduction, je présente l'introduction. Si tu as fait le grand 2, tu présentes le grand 2. Et le professeur, la question posée sur le grand 2, tu vas y répondre. Parce que c'est toi qui as travaillé dessus. Donc, je trouvais que c'était la meilleure méthode, justement, en dispatchant, c'était d'emmener les personnes, justement, à comprendre que ce qu'on est en train de faire là, ça doit pouvoir servir à chacun d'entre nous. Donc, les forcer un peu et peut-être introduire ça dans nos... pas pour les étudiants, mais pour ceux qui font les programmes et tout ça, introduire ce genre de formation-là dans nos formations universitaires. Totalement. Et puis j'ai vu que le besoin, il est vraiment grand parce que très grand. Quand je suis arrivé au Togo, j'ai eu à faire beaucoup de formations dans les universités privées déjà, et même des associations d'universités publiques de l'université de Lomé qui m'ont quand même sollicité pour faire des formations. Et même ici, je suis arrivé, j'ai déjà fait 2 formations à, comme je le disais, Cocody et à l'ISD. Et les gens voient l'importance, les gens remarquent aujourd'hui de manière flagrante l'importance de la prise de parole en public. Et je suis sûr que ce besoin-là va demander des personnes qui sont aussi spécialistes de la chose. Et ça fait que au moins moi je suis content parce que les gens se disent maintenant, bon, je ne vais pas juste avoir l'information et me taire dessus. Parce qu'au fond, c'est ça, il y a des gens qui ont un degré de compétence, d'intellect qui est très haut, très poussé, mais qui n'arrivent pas à communiquer, un peu comme le médecin dont tu parlais, notamment. Alors que quand tu n'arrives pas à faire ça, tu laisses d'autres personnes parler pour toi. Et ça vaut aussi pour certains de nos enseignants. Beaucoup. Il y en a, en fait, le monsieur vient faire le cours, tout le monde dort. Moi, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas faire un cours et puis vous êtes en train de dormir. On n'est pas dans la salle. C'est ça. Parce que quand tout le monde dort, ça veut dire que ça n'intéresse personne. Peu importe la technicité du cours, je trouve qu'on peut trouver le moyen pour capter son auditoire. Même si on est en train de parler de, je ne sais pas, de molécules ou de quoi, on doit pouvoir capter son auditoire. Et on apprend. Totalement. On est en train de parvenir à la fin de l'interview. Il y a encore 3 petites questions. D'accord. Dis-moi, toi, quel conseil, ou avant même les conseils, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être améliorer dans l'environnement estudiantin africain? Je dis africain, c'est très vague ce que je dis. Donc, ivoirien, on va dire ivoirien. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait opportun d'améliorer pour permettre aux étudiants de mieux se saisir des opportunités, pour permettre aux étudiants d'être beaucoup plus à l'aise, d'aimer les études? Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine défiance envers les études, parce qu'il y a des gens qui disent non, les études, ça ne sert à rien. Alors que je pense que, déjà, c'est absolument faux. Peu importe ce que les plus grands entrepreneurs disent, les études, ça sert toujours à quelque chose. Après, bien évidemment, si on ne sait pas pourquoi on les fait, c'est un autre cas. Mais toi, à ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait instaurer donc, dans l'environnement estudiantin, ivoirien ou africain en général, parce que tu as quand même eu à voir également des étudiants du Sénégal, et comme tu l'as dit un peu ailleurs, pour améliorer l'environnement? Alors, pour moi, ce qu'il faut améliorer, bien sûr. C'est peut-être d'abord le contenu de nos formations. On a des formations qui sont censées spécialiser. Je prends l'exemple d'ici, à Cocody. On sait que par exemple, le droit privé, il est vaste. Dernièrement, on a essayé de regrouper. On n'a plus de carrière judiciaire et de carrière affaires quand on finit la licence, quand on est en licence privée. Alors, ce sont énormément de modules.
Finalement, la personne qui finit un master ou une maîtrise en droit privé, master 1 en fait, en droit privé, ça reste toujours quelque chose de très vaste. Et il n'arrive pas, celui qui finit n'arrive pas en fait à être spécialiste d'une chose bien précise. Nous, on avait l'opportunité de choisir la carrière judiciaire ou la carrière affaires. Et même dans ce choix-là, on avait toujours des modules vraiment énormes. Du coup, si les deux modules sont mis ensemble, tu vois un peu le travail que ça fait. Quelqu'un qui est censé avoir un master 1. Pour moi, donc, le contenu ou la présentation de nos bases de données au niveau de la formation doit être revu. On doit pouvoir tenir compte des spécificités. Le droit, il est vaste. Pour moi, tout le monde n'a pas besoin. On a les 2 premières années pour faire du droit général. Une fois qu'on arrive à la licence, quand on choisit une filière, on doit vraiment pouvoir y aller. On doit vraiment pouvoir y aller. C'est pas qu'on veut se spécialiser, parce que même à l'intérieur d'un domaine, on a encore, le droit est si vaste qu'on peut avoir 2000 spécialisations en droit du mariage seulement. Tout dépend. Donc, à ce niveau-là, il faut seulement maîtriser les vrais prérequis. On ne doit pas maîtriser un peu de tout, mais ce qu'on choisit de faire, on doit pouvoir maîtriser. Du coup, comment je viens me présenter en tant que spécialiste de tel domaine, ou quand je dis que j'ai un master 1 en droit privé, droit, carrière judiciaire ou temps, je dois pouvoir revendiquer ce background-là sans avoir peur, parce que j'ai appris. Et puis ensuite, on a le problème des effectifs. Ça, on dira ce qu'on voudra. Je ne sais pas comment on peut changer ça, mais il faut qu'on le revoie. Et faire un effort quand même pour permettre à nos étudiants, à nos universités de respecter les délais. C'est-à-dire que parfois, l'année commence. On sait quand ça commence. C'est quand ça commence. On peut faire une année académique en 2 ans. Oui. Je trouve que c'est grave. C'est pas toujours de notre faute. Bien sûr. Ça arrive. Je ne suis pas sûre que ce soit seulement en Côte d'Ivoire. Non, bien sûr. Ça arrive un peu dans toutes les universités d'Afrique. Mais on peut trouver le moyen de faire un effort. De convertir, par exemple, des formations en ligne. Quand on n'est pas là, on bascule en mode visio. On peut le faire. On n'a pas besoin d'être en salle, d'être à l'université tout le temps pour faire des cours. Si on voit qu'il y a des perturbations qu'on ne peut pas, on programme directement sur une plateforme pour que tout le monde puisse suivre. Donc, on peut trouver ce genre de mécanisme justement pour ne pas que l'absence ou bien l'impossibilité d'accéder aux universités pénalise en fait tout le monde. C'est vrai, on va me dire que c'est compliqué pour chaque étudiant d'avoir des ordinateurs. C'est vrai. Mais l'État peut y penser. On peut le faire, c'est possible. On peut trouver des ressources. Je ne dis pas de le faire maintenant. Et puis ensuite, enfin, les étudiants eux-mêmes. C'est le plus gros. On va dire que tout repose peut-être sur eux. Parfois, les gens taguent les jeunes de ne pas s'intéresser à quoi que ce soit. Et ils ont peut-être intégré ce que les autres disent, les gros entrepreneurs. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Je crois qu'il y a quelqu'un une fois sur LinkedIn qui disait « J'ai fini ma thèse, mais je ne sais pas à quoi ça me sert. Et il y a un docteur qui lui a écrit « Mais c'est que tu ne sais pas pourquoi tu as fait la thèse en fait. Parce que si tu savais dans son processus même, tu apprends. Tu te formes. Ça t'apprend forcément quelque chose. Tu dois pouvoir savoir pourquoi tu l'as fait. Donc, si tu ne le sais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc, je pense que les étudiants eux-mêmes, les étudiants africains, doivent pouvoir tenir compte en fait de cette réalité-là. On ne fait pas la formation pour quelqu'un. On ne se forme pas parce que quelqu'un nous demande. Après, à l'école primaire, les parents nous obligent à y aller. Au lycée, encore un peu. Et quand on est à l'université, on n'y vient pas pour faire plaisir à ses parents. On doit pouvoir comprendre que c'est une porte ouverte. Et les compétences qu'on va acquérir au niveau de l'université, pas compétences, mais le savoir, on doit pouvoir le transformer en compétences. On dira que nos universités ne nous enseignent pas de compétences. Peut-être, je suis d'accord. Mais en droit, quelles compétences vous voulez qu'on nous enseigne? En droit, on nous procure le savoir de base en s'orientant vers un métier. Mais c'est à nous de trouver les compléments. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir recours à des formations un peu plus poussées dans des domaines. Mais quand on finit la formation de base, il y a combien qu'on se réflexe d'aller vers ces formations un peu plus poussées? On attend, et puis on est assis, on attend les concours de la fonction publique ou ouverts au grand public. On est d'accord qu'un concours qui va recruter, même si la fonction publique est tellement, même en France, je ne suis pas sûre que tous les docteurs ne sont pas tous recrutés. On leur dit ça dès le départ que vous ne serez pas tous recrutés. Donc il faut en fait qu'on apprenne
pas forcément l'entrepreneuriat, mais déjà à maîtriser nos acquis, à pouvoir les mettre en œuvre et se rendre compétitifs sur le marché du travail. Il y a la part des autres, de l'État, du système d'enseignement supérieur, mais également il y a une grosse part de responsabilité qui doit peser sur les étudiants. Okay. Tu as partiellement répondu à la question que j'allais te poser, c'était quel conseil tu pourrais donner aux étudiants pour qu'ils puissent se valoriser. Donc, comme tu l'as dit, il faut qu'eux-mêmes ils puissent rechercher également ces éléments qui leur permettront d'avoir des compétences pratiques. Parce que l'université, l'école, ça apprend des choses, mais ça n'apprend pas tout. Et c'est aux étudiants également eux-mêmes de savoir, ok, j'ai besoin de ceci, ou j'essaie de voir quels sont les besoins pratiques dont j'aurais besoin dans le cadre de du milieu professionnel auquel j'aspire, par exemple. Bien sûr. Par exemple, un étudiant en droit qui jusqu'à la maîtrise n'a jamais mis les pieds dans un tribunal, qui apprend en fait la procédure civile. Comment il sait qu'une requête se présente? Comment il sait qu'on fait une assignation? Comment est-ce qu'il apprend qui peut être demandeur, qui peut être défendeur? Il a appris dans les textes, mais il n'a jamais vu. On apprend la procédure civile, on apprend en droit pénal, on apprend le déroulement de la procédure pénale. Mais comment est-ce qu'on le maîtrise tout ça? C'est ça. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous, les jeunes, et nos cadets, les étudiants, ceux qui sont après nous, bien sûr, comprennent que finalement, on doit arrêter de se déresponsabiliser. Non, on ne peut pas se désolidariser comme ça de tout. C'est nous, d'abord. Comment on se rend plus compétitif sur le marché de l'emploi? Quand je suis dans un domaine, je suis en train de travailler dans un domaine, je dois déjà pouvoir rechercher ce qu'il est possible de faire à partir de ce domaine. On peut faire de la philosophie à l'université et puis se retrouver dans un grand groupe. Tout dépend de comment est-ce qu'on apprend, on utilise cette philosophie-là. Et puis ensuite, au niveau de l'université, il y a des formations qui existent. Il est possible de faire du droit et d'aller faire une autre filière. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? C'est ça. C'est vrai que les doubles diplômes, c'est pas répandu ici. C'est pas répandu ici. Pourtant, c'est possible. En toute franchise, même moi, je ne savais pas que c'était possible. C'est quand j'étais enfant, je me rappelle, dans un bus, j'étais dans le bus, que quelqu'un m'a dit qu'il faisait le double diplôme. Je me suis dit, ah bon, c'est possible ça? Moi, en fait, j'étais assise, je me dis, comme la thèse prend du temps, mais j'envisage d'aller m'inscrire en psychologie. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est bien. Énormément. On ne peut pas travailler en droit de la famille et ne pas maîtriser la psychologie. C'est ça. Donc, je me dis que c'est quelque chose que je veux faire. Mais et tu as raison, parce que même en toute franchise, vu que le droit, sciences sociales, qui porte sur la société, surtout dans ton domaine particulièrement, même moi, je le dirais même de manière beaucoup plus vague, même en droit des affaires, mais la psychologie, c'est important. C'est important. Là, il y a par exemple un livre qui est Ne coupez jamais la poire en deux, qui donc parle de la négociation et de la manière dont c'était un ancien agent du FBI qui explique donc les tactiques de négociation et qui explique comment il a réussi à utiliser des stratégies de négociation qu'il utilisait pour libérer des otages d'un cambriolage dans le monde des affaires et montrer qu'en fait tout ça c'était psychologique. Et en soi, quand on revient même par rapport au droit, toi par exemple tu vas aller utiliser donc ta science sur des gens qui sont dans le cadre de la famille, qui vont se marier, qui doivent comprendre qu'est-ce qui les pousse, etc. Et ouais, tu as raison. Donc, je me dis qu'en fait, c'est possible. Mais il faut arriver à se projeter. Si on attend, par exemple, que ça vienne de l'autre, que l'État fasse tout, qu'on arrête de rêver l'État-providence actuellement, là, c'est pas possible. Bon, je sais pas, ça y est là. Ouais. On a beaucoup d'États endettés, mais pas forcément providence. C'est ça, en fait. Donc, cet espoir que l'État va venir régler un jour tous nos problèmes, peu importe. Qu'on change de président, que ce soit celui qu'on veut qu'il soit à la tête, c'est pas sûr qu'on puisse répondre aux besoins de tout le monde. Et on est combien dans les universités? Mais chacun peut arriver à sortir son épingle du jeu s'il arrive justement à s'imposer. Et s'imposer, comment il le fait? C'est de rendre justement sa formation, la transformer, l'acquérir, la transformer en compétence. Mon directeur de thèse aimait dire aux jeunes d'arrêter de vite vouloir se spécialiser. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut leur apprendre aussi. Avant de se spécialiser, il faut être sûr de maîtriser la base. Ici, on va voir un étudiant qui est en licence, qui un coup devient conseil, c'est-à-dire quand il se présente sur LinkedIn, il est consultant. Ce mot-là, moi, je crois qu'à un moment donné, nous tous on va laisser ce mot-là. Vivement le titre de docteur. Mais le problème, c'est que quand on dit qu'on est consultant, j'ai l'impression qu'ils ne vont pas avoir la définition. Le consultant, c'est un expert dans un domaine qui vient se prononcer sur une question donnée. Une question précise, qui doit pouvoir apporter des réponses vraiment pointues pour permettre de décanter la situation. Mais
tu es expert en licence, alors qu'on ne fait que régime matrimonial en 4e année. Toi, parce que tu as vu ça en licence 1, en droit de la famille, est-ce qu'on est rentré dans les détails? Donc, quand tu vas dire à quelqu'un, tu vas lui expliquer, en fait, la personne vient te voir, t'expliquer, non, mais je t'ai mariée, mais là, je vois qu'avec mes affaires et tout ça, mais tu lui dis pas simplement de changer de régime. Quand tu lui dis de changer de régime, il dit, mais comment ça va se faire? Bon, tu vas au tribunal, tu fais un truc, il va comment? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Mais il faut pouvoir lui dire que après, ça coûte. Que voici combien il va mettre, même s'il ne prend pas un avocat, il peut le faire sans avocat, mais qu'ensuite il y a la publication qui doit se faire au journal officiel. Donc tout cela, il doit avoir des coûts qu'il va supporter. Je pense qu'aujourd'hui, ils te diront que Google existe. Pourtant, non. Tu sais pourquoi tout à l'heure? Google, oui. Mais on a un gros problème avec nos textes. Je ne sais pas si ça se passe dans les autres pays. Souvent, les textes ne sont pas actualisés. Quand on tape à part les textes français, les textes africains, tu tapes droit de la famille en Côte d'Ivoire, droit du mariage en Côte d'Ivoire, on te reçoit une loi de 64. Imagine que tu ne sais pas qu'il y a eu une réforme, qu'on est en 2019. Tu recopies la loi de 64. Mais celui à qui tu donnes le conseil, il est foutu. C'est ça. D'abord, même quand il va commencer sa requête, on va rejeter, ça sera irrecevable. Donc, l'argent qu'il a déjà mis pour l'enrôlement de la requête, c'est perdu. Donc, il y a des choses pour lesquelles je voyais quelqu'un, une dame, je lisais un de ses écrits, et quand j'ai fini de lire, je me suis dit, celle-là n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle utilise une loi sur la minorité pour parler, et cette loi, la date de 70, alors qu'il y a eu une réforme de la loi sur la minorité. Donc, ce sont des choses que nous-mêmes, on doit pouvoir apprendre, se former à la base et puis ensuite acquérir ces nombreuses connaissances, ces nombreuses opportunités. Aujourd'hui, on a des MOOC pour pouvoir apprendre, pour pouvoir acquérir des choses. Moi, je fais des formations en ligne, en fait. Il y en a qui sont, c'est pas, on estime parfois que c'est quand on paye que c'est toujours bien, mais il y a des formations gratuites aussi qui sont quand même bien. Totalement. Donc, pour nous-mêmes déjà, et puis ensuite, quand on a la possibilité, on paye pour acquérir encore plus. Au moins, on a le B.A.-BA, et puis on ajoute un peu plus. Mais il n'y a pas de raison pour qu'on ne soit pas compétitif. Ok, en gros, il faut prendre la responsabilité. Bien sûr, il faut qu'on assume. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je comprends, mais aussi, c'est pas du tout pour déresponsabiliser, mais c'est pour, d'une certaine manière, trouver une raison. Je pense que l'humain est avant tout dans l'habitude. On répercute dans nos actions d'aujourd'hui les habitudes que l'on avait avant. Et étant donné que la scolarité est faite de telle sorte que on nous donne tout, et donc on est en fait attentiste. On est là, on attend, et ok, d'accord, à la fin de l'année, on nous donne le diplôme. Je pense que c'est ce qui fait également qu'à un moment donné, les étudiants se mettent dans un engrenage dans lequel ils attendent encore qu'on leur donne des compétences, parce qu'on leur donne le savoir. C'est vrai. Et apparemment, j'avais essayé de faire quelques petites études, recherches sur ça, et dans les systèmes anglophones, apparemment, c'est différent. Il paraît. Exactement, il paraît. Parce que apparemment, déjà avant même le bac, tu as ce qu'on appelle le projet professionnel que tu dois mûrir de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus peaufinée que ce qui se fait dans le système, on va dire, francophone. Déjà en France, je sais qu'ils ont ça dans le système professionnel, mais ici en Afrique, on n'a pas ça. Non, pas encore. En tout cas, ici à Abidjan, dans notre université publique, ici, je ne sais pas si dans les universités privées comme eux, ils sont parfois totalement un peu avant-gardistes, on ne sait pas. Parce qu'en France, je travaillais dans un lycée dans lequel les lycéens avaient des projets professionnels. Donc, ils devaient. Donc, en gros, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont organisés concrètement, mais au moins, il y a cette réflexion. Mais en Afrique, ce n'est pas du tout ça. Ça fait qu'on te tient par la main du début à la fin, et quand on te laisse à la fin, tu te dis, ah mais c'est vrai. C'est ça. En fait, je n'ai plus de main, qu'est-ce que je fais? Je pense que c'est ce qui perturbe un tout petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Ça signifie que, moi, ce que je dirais, c'est que le combat, il est dual. À la fois du côté des étudiants, parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser, mais également du côté des institutions qui sont donc en charge des enseignements. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais au départ qu'il faut intégrer et revoir nos programmes. Exactement, tu as totalement raison. Nos formations. Donc, en faisant cela, en intégrant des choses plus pratiques, on va emmener nos étudiants ou bien les personnes qui ont accès à nos universités, à nos établissements, à prendre plus conscience du fait qu'elles doivent ou bien elles peuvent en griffe se débrouiller un peu seules. Ouais, c'est ça. Sans que forcément on leur tienne la main. Ouais, c'est vrai que l'autonomie, c'est la base. Je pense même que, alors moi personnellement, c'est ce que la thèse de droit m'a montré d'important. Moi, c'est avec la thèse que j'ai décidé de déménager. Ah oui. Parce que justement, j'estimais que j'avais besoin d'un cadre qui allait être plus adéquat. Je pourrais travailler seule, sans pression. Et c'est ce que j'ai fait. L'autonomie, ça a du bon.
quelquefois, c'est assez pesant, mais après, il n'y a pas de raison pour ne pas le faire, en fait. Dis-moi, c'est quoi ton rêve? On va dire, est-ce que tu as un rêve? Si oui, lequel? Un seul. Waouh. Tu en as plusieurs? J'en ai énormément. En fait, je me dis que le rêve, c'est ce que je veux pour moi. Alors du coup, si j'ai un seul rêve, je ne veux pas qu'une seule chose pour moi. Je veux énormément de choses. Mais au fond, tout se réunit en une chose. Faire de ma vie quelque chose qui ne va pas passer inaperçu. C'est-à-dire, je ne traverse pas l'existence. Je me dis parfois, peut-être que ça peut paraître un peu morbide, si un jour on dit Sandrine n'est plus là, ça doit être un moment de fête. Tout le monde doit être en train de dire, mais c'est la ciel était là, elle allait être en train de parler, de raconter plein de choses, de nous embrouiller avec le droit de la famille. Mais bon, après là, ça fait un peu triste. Mais au niveau professionnel, le rêve, c'est de pouvoir aller jusqu'à l'agrégation, terminer l'agrégation. Pas parce que je veux, parce que je trouve que c'est ce que je mérite. Et je pense que je peux y arriver. Alors, est-ce que c'est encore un rêve et tout ça? Bon, tu te fies des standards qui sont assez hauts. Voilà, assez haut. Comme ça, qu'est-ce que les gens disent là, si tu ne peux pas atteindre la lune, comme ça tu as les étoiles? En fait, j'ai remarqué, il y a deux proverbes. Il y a si tu le vises, en fait, il faut viser la lune. Au moins, si tu la rates, tu tombes sur les étoiles. Il y en a qui disent non, il faut viser les étoiles. Au moins, si tu la rates, tu tombes sur la lune. Franchement, Mais dans tous les cas, je veux le soleil. Je veux en fait celui qui est le plus loin. Comme ça, si je me brûle les ailes, il faut aller toucher les narines de Dieu en même temps. C'est comme ça. Lui, qu'on arrive là-bas, c'est pas sûr qu'on revienne du coup. Mais je veux dire que je me fixe l'objectif d'aller aussi loin que possible. Je n'aime pas me limiter. Je me dis que rien n'est impossible. On est dans un univers de possibilités. Et parfois, les gens me disent que mais tu dis tout ça et puis tu es assise en Côte d'Ivoire. Comment tu veux le faire? Je dis oui, mais parce que j'aime mon pays. J'adore la Côte d'Ivoire. Vous pouvez pas savoir à quel point. C'est juste que j'aime aussi l'idée d'aller me promener, de voir ce qui se passe ailleurs et de venir justement réintégrer, reverser ça ici pour que ça puisse porter quelque chose à mon niveau. Mais tant que je le fais de manière grandiose, à mon niveau, à mon échelle, c'est déjà bon. Comme ce que vous disait Youssouf, à défaut de faire de grandes choses, fais les petites choses avec grandeur. C'est ça. Donc voilà. Tant que ça me plaît, je pense que c'est le plus important. Donc mon rêve, c'est surtout d'être heureuse, peu importe la voie que je choisis, d'être toujours en paix avec moi-même et de ne pas regretter mes choix. Donc je demande toujours à Dieu en fait de m'aider à faire le bon choix qui me convient, qui me rend heureux. Et tant que je suis heureuse, je pense que je suis en train de vivre mon rêve. Amen. Est-ce que tu aimerais donner un dernier conseil aux étudiants? Alors, c'est quand les petits frères, non, ils ne sont pas tous mes petits frères. J'ai horreur de ce thème, les petits frères. Non, les cadets peut-être, mais les étudiants ont énormément de potentiel. Nos étudiants ici, et même ceux qui s'exportent, nos étudiants qui vont en France et tout ça. Je ne demande pas forcément aux gens de revenir, mais d'avoir l'idée de respecter, c'est-à-dire ce qu'ils ont à faire eux-mêmes, ce qu'ils se sont promis de faire. Rechercher l'argent, oui. Mais il faut qu'on arrive à faire des choses qui peuvent être porteuses pour nous-mêmes, de manière pérenne. On peut avoir de l'argent, on peut avoir 1 milliard aujourd'hui et puis ça va finir. Mais quand on fait une activité, on fait une action qui est pérenne, on peut avoir 1 milliard chaque jour avec cette action pérenne-là. Donc de prioriser les choses qui pourront leur apporter plus chaque jour qu'une chose qui va leur apporter quelque chose aujourd'hui et puis qui ne va plus rien rapporter. Donc la formation de base. Tant qu'on est bien formé, on peut toujours reverser ça, peu importe le domaine dans lequel on se trouve. On peut faire interagir ça avec beaucoup de choses. Donc, se former, bien se former, et puis ensuite se lancer. Okay. Merci beaucoup pour cet échange, pour cette interview. C'était très joyeux, très souriant, parce que je souris beaucoup d'ailleurs. Ah oui, on m'a dit une fois même que je parlais de succession, héritage, il y avait mort d'homme et tout ça, et je souriais à la télévision. Et il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire, après, il y en a un autre qui m'a dit, oui, il a plus aimé parce que l'approche, je rendais ça moins morbide. Okay. J'ai dit, bon, il y a deux écoles, finalement, qu'est-ce que je fais? Tu parles de la mort en souriant, vous allez mourir.
Après, j'essaie un peu. J'essaie. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. C'était très, très enrichissant. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, vont également beaucoup apprendre par rapport à cela. En tout cas, je te souhaite bonne continuation dans la thèse. D'ailleurs, tu soutiens cette année, c'est ça? Idéalement, oui. Idéalement, vers août. Août-septembre. Août-septembre, ok. Je ne pense pas que je ne serai pas à Abidjan. On va trouver le moyen. Mais je te soutiens de loin, de près, de cœur. Et voilà, vraiment beaucoup de courage dans la thèse. Tu as donné beaucoup de conseils importants. Et je sais que ce sont des choses que tu vis, en tout cas, tout ce que tu as eu à donner comme conseil que tu vis personnellement, ce qui également donne cette légitimité-là par rapport aux conseils que tu donnes. Et voilà, donc beaucoup de courage dans la thèse, beaucoup de courage dans ton aventure de vie. Merci. Et merci encore pour cet échange. Merci à toi. Ce fut un très très grand plaisir. Et puis bon, quand on est quelqu'un qu'on a accompagné, une dernière chose pour terminer. Quand je suis arrivée sur la fac, le premier jour, en fait, je pesais environ 28 kilos. Oui, j'étais vraiment petite. J'étais vraiment petite. 28 à 30 kilos, j'étais vraiment pas, j'étais menue, on va dire comme ça. Et donc, mon oncle qui m'a aidé à entrer, je vais le voir à son bureau pour dire que je suis arrivée. Donc, mon oncle me prend la main. Il m'accompagne dans la salle. Il attrape ma main à l'université. Traverse toute l'université, on va dans l'amphi. On rentre par la grande porte. Les étudiants sont en train de faire cours parce qu'ils avaient commencé 2 jours avant moi. Il salue le professeur. C'est ma nièce. Devant tous les étudiants. Sandrine, trouve une place, tu vas t'asseoir. En fait, la honte sur toi. Je me dis ce jour-là, il n'a pas mal fait. Mais franchement, et tout le monde m'appelait la fille du SPA. Parce qu'en fait, c'était une. Mais après ça, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas aller plus loin pour enlever cette image-là? Donc, tu vois un peu, je me dis qu'après, chacun a son histoire. Mais voilà, il faut pouvoir tirer le bon de tout ce qu'on vit. Et capitaliser sur son histoire, c'est important. Ne pas se laisser, on va dire, balayer par les choses qui nous arrivent, mais vraiment capitaliser. Parce que, comme on dit généralement, il n'y a pas. Bien sûr, il y a des choses terribles qui arrivent. Il faut réussir à trouver. Il y a Edgar Rive, un humoriste que j'aime énormément, qui dit qu'en fait, il ne faut pas se laisser taper 2 fois. que parfois, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie ou des gens qui te font des choses mauvaises et que tu te fais taper 1 fois déjà parce que ça t'arrive, ça te fait mal. Dans ton nez, ça te fait mal. Mais si tu reste en gros cloîtré dans cet espace-temps où ça t'a fait mal et tu restes, tu ne fais plus absolument rien, là, tu te fais taper 2 fois. Ça, et donc, d'une certaine manière, il faut te dire, allez, ça m'est arrivé, ok, pas de souci, je pleure en bon coup, comme la thèse par exemple. Parfois, tu es là, chapitre 1, tu es là, tu te dis, merde, j'ai pas encore terminé ça alors que je devais rentrer il y a 2 mois. Ça te tape un bon coup, mais après tu te dis, allez, on continue, on essaie. Je suis censée rendre un truc le vendredi. Okay. Mais là, je suis en train de négocier pour dire que comme il y a les congés de Pâques, qu'est-ce que ça peut être le vendredi prochain? Donc, je croise les doigts et puis je vais faire un mail tout à l'heure. Si ton directeur sait que tu fais une interview, non, quand il verra pas. En fait, quand il verra, ça sera déjà passé. Ah, ok, ça marche. En tout cas, merci encore. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et en tout cas, je tiens à le dire, Abidjan est une très belle ville. Bien sûr. Alors, Abidjan est le plus doux au monde. C'est vrai. Alors, vous êtes exceptionnel parce qu'il y a tellement de choses. Je rigole tout le temps. Mais la chaleur, vous n'avez pas qu'un seul soleil, on est d'accord? Bon, après, je trouve que c'est comme ça qu'on est, on est hospitalier. Donc, oui, on prend tout. On prend tout. On n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, même avec le soleil, on a décidé de faire plus. Là, je suis sûre qu'on ressent, on est à presque 40 degrés parce que c'est pas possible. Mais franchement, il fait chaud à Abidjan. Mais Abidjan, c'est quand même, c'est vivant. Et surtout, les gens se donnent véritablement. Les gens, tu sens qu'ils sont dans l'action, ils ne réfléchissent pas trop. Ils se disent, allez, on peut le faire. On se lance, on verra après. C'est ça. Merci. Merci beaucoup à toi et puis je te souhaite bonne continuation et puis merci surtout d'avoir pensé à moi. Non, je t'en prie, merci à toi. Tu n'aimes pas qu'on le dise, mais je vais le dire quand même. D'accord. C'était quand même un plaisir d'interviewer la baronne du droit. D'accord, je le prends. Je le prends. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.